Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Oh My Trailer spécial vacances. Hein. Moi je me suis mis en short comme vous voyez aujourd'hui, méga cool. Hein, aujourd'hui, voilà. J'ai pas mis les tongs, hein, mais voilà, c'est à la cool, c'est l'été, il fait très très chaud. Hein, là, sous les spotlights, ça y va à fond là sur le plateau. Déjà dehors il fait chaud, alors là, et puis alors là, mais sous les spotlights c'est. On est toujours là, C'est la mission. On est très content de vous retrouver encore comme tous les mardis 18h dans Oh My Trailer ou Top of the Top selon les invités. Aujourd'hui c'est un Oh My Trailer, et un Oh My Trailer qui est un spécial Final Fantasy XIV avec la sortie de Heavensward et l'amour que porte Mandark envers la série Final Fantasy et particulièrement sur ce Final Fantasy XIV. Je ne pouvais pas passer à côté et je ne pouvais pas bien sûr ne pas faire une rétrospective sur ce jeu-là, parce que si je faisais une rétrospective Final Fantasy, je pense qu'on en aurait besoin de 3 émissions totales, complètes. Au moins peut-être 14. Donc en fait, j'en ferai peut-être une, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait une rétrospective sur FF14 et de savoir comment évoluer le jeu, comment il a démarré, comment il a pu accoucher d'un Realm Reborn dans la douleur, mais aussi dans la joie, puisque c'est une vraie réussite en tout cas ce Realm Reborn. Mais avant ça, bien sûr, je vous présente mon invité du jour, et je suis content parce que aujourd'hui c'est une invitée. Il s'agit de Sonico, que vous avez déjà vu sur les conférences E3. Notamment, tu étais déjà venu dans My Trailer. Voilà, écoute, bonjour à tous. Bonjour Sonico, toujours très content de t'avoir. Oui. Alors bien sûr, hein, tu es là principalement parce que tu es une grande fan de Final Fantasy XIV. Et puis elle a du niveau quoi. Elle a comparé plus de niveau que Mandark. Moi j'ai un niveau très humble. C'est un noob. C'est un noob, clairement. Je suis un 50 très humble. Voilà. Donc voilà, tu es avec nous, tu vas commenter avec nous donc justement cette rétrospective avec Mandark. Vous allez faire un super duo. Limite, je vais te donner ma place. Hein, moi, je vais me mettre là à la cool. Ça pourrait presque. On te poserait des questions si tu arrives à répondre. Et moi, je pourrais presque faire l'invité pour le coup. Dans un premier temps, on va d'abord faire les news, hein, les nouveaux trailers, principalement des AAA en général que je mets en avant. Oui. En deuxième partie, bien sûr, on verra donc la rétrospective de Final Fantasy XIV. Et en troisième partie, les indépendants. Que Mandark apprécie autant. Donc, moi j'aime tout. Un beau programme encore hein, pour ces 2 heures de Oh My Trailer. Allez, écoutez, pour les news, on est parti. On est parti, oui. On est pas. C'est Rambo qui réalise aujourd'hui. Donc Voilà. forcément, c'est Rambo. Rambo qui pourrait être sur le canapé aussi, certaines fois. Très clairement, bien sûr. Si j'avais su que c'était Rambo, j'aurais mis du Total War. Mad Max. Ah oui, on commence fort là, parce que vous verrez, ce trailer de Mad Max est absolument ahurissant. Je sais pas si vous avez vu le film. Sonico, Mandark. Déjà 6 fois, ouais, moi en ce qui me concerne. 6 fois Ouais, 6 fois, ouais. 6 fois t'es allé voir le film. Ouais, c'est tellement bluffant en fait qu'au bout d'un moment, j'y étais obligé d'y aller pour l'analyse, le découpage, pour vraiment tout ce qu'il y a au fond. Et c'est tellement incroyable que la 6e sera pas la dernière. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais, en tout cas, ce Mad Max qui n'est pas sorti en même temps que le film. Non. C'était une des grosses surprises en fait de Mad Max. Il profite du fait que le film sort la même année. Oui. Mais la même année, oui. Déjà c'est une très bonne chose. C'est un jeu qui est en développement depuis longtemps, donc on peut pas s'attendre à un truc torché dans les 3 derniers mois pour aller avec la sortie du film pour faire des guilds faciles. Et en plus c'est signé par Avalanche Studio. Avalanche Studio qui, dois-je le rappeler, en fait, est quand même derrière les excellentissimes Just Cause, donc j'attends avec une impatience. Ah putain, voilà. Mais surtout, on voit dans le trailer, en fait, on voit qu'il y a un véritable respect en fait de la mise en image façon trailer. Et dans les cadrages, notamment les impressions de vitesse, l'utilisation de la profondeur de champ, et ça promet. À mon avis, ça veut dire qu'ils ont vraiment ils ont bien étudié en fait la saga du bonhomme ou quoi. Bien sûr. Et le style est intéressant aussi puisqu'il est à mi-chemin entre Mad Max 2 et Fury Road, sans non plus en fait avoir les pieds ancrés ou se réclamer d'une ou d'autres versions, ce qui laisse à mon avis présager d'un Mad Max qui peut être très sympa, très respectueux de la mythologie en fait Mad Max, mais en même temps très libre en fait dans son déroulé. De toute façon, les Mad Max sont assez indépendants l'un de l'autre. Oui, tout à fait. On pourrait totalement partir sur une toute nouvelle histoire et Exactement. c'est l'objectif du jeu. Même si on met à la suite Mad Max 2 derrière Mad Max 1, même si c'est la suite logique, c'est finalement 2 univers, 2 autres façons de raconter une histoire, 2 histoires différentes. Oui, c'est des histoires différentes, tout à fait.
Ils sont totalement indépendants et on peut avoir vu Mad Max Fury Road notamment sans avoir vu les précédents. Ah, tout à fait. Je pense qu'on pourra jouer au jeu sans avoir vu forcément le film. Exactement, je pense que ça va être le but. D'accord. En tout cas, ils ont vraiment gardé la patte de George Miller et là, la nouvelle image qu'ils ont sorti de Mad Max parce que ça reste quand même une nouvelle patte. Ce qui va être intéressant en plus, c'est de voir comment, moi c'est la question que je me pose, comment va être traité le personnage de Max, sachant qu'en fait, joué par Mel Gibson, ça restera le Mad Max pour tout le monde, bien en sûr, fait, ultime. Les trois premiers, mais la prestation absolument incroyable de Tom Hardy qui arrive, en fait, à lui aussi à réclamer le titre de Max et à le gagner. Le tout, c'est comme il n'a pas cette partie féminine qu'avait Mel Gibson, en fait, qui collait beaucoup à son personnage dans les deux premiers. En fait, le fait d'avoir Charlize Theron en contrepoint, c'est une espèce de Mad Max divisé en deux en fait dans Mad Max 2 et je suis très curieux de savoir en fait comment Avalanche a traité le personnage en fait avec leur Mad Max à eux. Ce trailer dépoté pas mal, il a explosé dans tous les sens, ce qui est logique pour un Mad Max, mais je trouve que ça en tout cas ça envoie du lourd. Voilà, on attend ça avec une grande impatience. Cet open world Mad Max. Yes. Un jeu Nice America. Nippon Software. On va plus laisser la parole à Sonico, tu vas y arriver. Ça, tu peux me la laisser. Ah, Disgaea 5. Disgaea, je suis un gros fan. C'est. Laissons un petit peu parler Sonico, si tu. Mais en fait, la série. Disgaea, c'est une série de RPG Tactics. Tactics, ouais. Voilà, RPG qu'on appelle ça. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est vraiment la série qui m'a réconcilié avec le tactical RPG dans le sens où c'est dynamique. C'est un tactical, certes, mais c'est vraiment très dynamique. Et il y a vraiment cette dose d'humour qui m'a vraiment fait accrocher, en fait. C'est vraiment ça, en fait. On se marre du début à la fin. Et tout le temps. Et puis c'est vraiment de l'humour solide. C'est pas de l'humour qui prend les gens pour des cons. Et au niveau tactical, c'est carrément bien pensé. C'est un vrai régal à jouer, quoi. Donc moi je suis un gros fan. 5e épisode quand même, déjà. Alors c'est le 5e, parce que je sais que le 23 juillet ils sortent une compilation des 3 premiers sortis sur PS3. Voilà. Donc on aura en l'occurrence le 3, le 4 et le... qui n'est pas le 5 mais le second... je sais plus, j'ai oublié le titre exact. Enfin voilà, le dernier. Et c'est cool. Et là donc c'est le 5. Ouais, c'est le numéro 5. Exactement. Encore 200 heures de perdu dans ma vie facile, quoi. En plus c'est long, au minimum. Parce qu'en plus qu'est-ce qu'ils sont longs ces jeux, c'est incroyable quoi. Mais vraiment long. Disons que la trame principale n'est pas si longue que ça, mais après si on veut faire tout, c'est ça. Voilà, c'est ça. Si tu veux booster tout ce qui est les items, c'est ça, aller dans le monde, le monde des objets, le monde des items, etc. Mais t'en sors plus. Et puis je veux dire, ce jeu n'a pas de fin. Très honnêtement, les Disgaea n'ont pas de fin. Donc ça je peux bien croire. Ça fait déjà de bonnes nouvelles. Ce que j'aime, c'est comment ils arrivent à penser ça pour faire aimer le tactical RPG à des gens qui sont pas forcément des amis. Ouais, parce que je sais pas, on en parlera, mais j'ai plusieurs théories là-dessus, mais c'est vrai que. Alors là, il s'agit de Monument Valley, un nouveau chapitre, c'est très court, c'est 30 secondes. Voilà, comme le jeu, tu veux 25 juin. Je voulais juste le mettre parce que j'ai beaucoup aimé Monument Valley et c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Et là qu'il y a encore un nouveau chapitre, ça veut dire que le jeu a tellement de succès qu'aujourd'hui les développeurs sont remis à je l'essaierai. C'est très bon Monument Valley sur portable, donc sur tout ce qui est mobile, iOS et Android. Alors là nous avons donc Bombshell. Bombshell, tu connais? Ouais. Ah d'accord. Tant mieux. Parce que je connaissais pas du tout. Bombshell. C'est ce que je le vois. Qui à l'origine devait être un Duke Nukem. Ah bon, d'accord. À l'origine devait être Duke Nukem Mass Destruction, je crois, si je me souviens bien. D'accord, ça devait être en fait nos personnages, ça devait être Duke Nukem. Sauf que il y a des problèmes de droit en fait maintenant sur Duke, puisqu'il n'appartient pas en fait à 3D Realms. Il n'appartient plus en tout cas. Il n'appartient plus, c'est ça exactement. Il appartient à Gearbox Software. Tout à fait. Voilà. Et Gearbox n'a pas voulu en fait que pour Mass Destruction, ils conservent Duke. Donc ils ont remplacé l'avatar de Duke par un avatar féminin qui s'appelle Bombshell. La voilà. D'accord. Bon voilà. Voilà, mais ça a l'air sophistiqué comme du Duke. On verra bien. Ça ressemble beaucoup à, effectivement à un Tomb Raider, vu du dessus. Oui. En plus bourrin, évidemment. Donc là, nous avons le trailer du prochain Daedalic. Les fameux Daedalic, puisque point and click, principalement. Oui.
qui font du très bon travail d'ailleurs. Qui font de l'excellent point and click. Ouais. Qui ont vraiment pour moi relancé le genre du point and click avec justement ce fameux nouveau personnage, nouvel univers. Je te rappelle que le dernier univers, ils avaient fait une trilogie. Hein, yes. si tu les connais. Non, ça me revient pas en tête là, hein, parce que je suis encore. Déponia. Oui, Déponia qu'on avait fait en plus. Je suis bête. Des Déponia, ils étaient sur Déponia. Dont on avait fait le premier au moins tous les deux. Exactement. On a fait le premier en let's play. En let's play, tout à fait. Et donc là, Déponia. Après Déponia, donc ils se taquent une nouvelle série, une nouvelle licence. Voilà. Donc c'est ce petit personnage, cette jeune fille. Anna's Quest. Exactement. Tu connaissais toi les Daedalic, Nico? Je connaissais surtout les Déponia en fait. Je suis une grande fan des point and click. C'est vrai? Bah, j'avais beaucoup adoré les Monkey Island. Et justement les Déponia quoi. Et les Déponia. Ouais, c'est plus voilà. Vraiment relancé. Hein, oui, ça revient vraiment sur l'esprit des Lucas. C'est très allemand. Hein, c'est un peu vraiment un jeu à l'allemande. Mais c'est quand même très très sympa. Et moi j'aime beaucoup en tout cas les Déponia, les Daedalic. Là nous genre, on passe vraiment du tout au tout, hein, puisqu'on passe à un jeu qui est déjà sorti. C'est un MOBA sur mobile. Sur mobile. Exactement. Avec semble-t-il une nouvelle façon d'utiliser en fait les MOBA sur mobile. Il faudra que j'essaye les MOBA un jour quand même. Pas mourir idiot. Les MOBA? Ouais. Jamais essayé. Ah bah écoute, essaie-toi directement sur Heroes of the Storm, hein, si tu veux essayer. On a pas mal de gens là sur la multi hein, qui jouent à Heroes of the Storm. Voilà, notamment. Pourquoi Heroes of the Storm plus que LoL Parce que LoL, voilà. C'est pour ceux qui tryhard, hein, on peut dire. Alors que Heroes of the Storm est encore très accessible aujourd'hui. Vainglory. Sur mobile, principalement sur l'iPhone, sur l'App Store. Et c'est développé par qui, on ne sait pas? Par des boîtes. Par des développeurs. Certainement inconnus. Je n'ai pas vu les. Moi non plus, j'ai pas vu de nom de studio. J'ai pas vu le nom du studio, mais. Ah, réalité virtuelle là. Ah ah. Trailer qui est sorti à l'E3. La musique. Je voulais laisser la musique parce que... What the fuck. Alors, je pense que vous avez compris que c'était un jeu de guerre. Oui, ça a une petite touche Team Fortress de loin, vu comme ça. Une petite touche Team Fortress. Ouais. Toonesque. Oui, Toonesque. Donc logiquement, c'est un jeu de guerre. C'est Toonesque. Quel pourrait être logiquement le nom? Army Men Non. C'est pas une licence qui est connue. C'est pas une licence qui est connue? Je crois qu'ils viennent de créer la licence. Ah bah alors je risque pas de la trouver à World War Toons. Tout simplement, j'ai essayé de te donner des indices. C'est marrant. Voilà. C'est un jeu sur console. Je me demande si c'est pas le Splatoon qui a tendance, parce qu'il paraît que le jeu a un tel succès que il fait réfléchir beaucoup de développeurs en fait. Et ils ont vendu plus d'1 million de copies en un mois. Ah oui, 1 million de copies. Ah oui, il y a c'est le carton pour Big N là. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de développeurs en fait extérieurs à la Wii U qui regardent le jeu en fait d'un autre œil. Ah, et quelques projets qui ont l'air de se mettre en route. Sur console, on va avoir de plus en plus de jeux comme ça, plus des jeux de guerre, mais des jeux qui s'amusent à faire la guerre. C'est ça, voilà. C'est très différent. Voilà. En fait, Splatoon, c'est un peu ça. Hein. Ah bah il faut. C'est du paintball, hein. C'est un jeu de paintball. C'est du paintball, c'est ça, voilà. Et quand tu meurs en fait dans Splatoon, tu prives juste ton équipe de quelqu'un pendant 2-3 secondes. C'est pas très long, donc en fait le but. C'est pas du tout de fraguer, le but c'est de remplir des objectifs. De remplir le maximum de terrain de peinture. Ouh, c'est joli ça. Et de t'amuser. Le grand retour d'une grosse série que tu dois connaître. Alors, connais-je
évidemment, tu penses bien que c'est pas du Animal Crossing. Non. Attends, qu'est-ce que ça peut être Nico, tu peux aussi essayer. Hein. Alors, je sais pas si c'est ton titre de jeu. Ce serait trop beau que ce soit du Colony non, Wars. c'est pas trop mon style de jeu. Non, c'est pas Colony Wars. Non, ça serait vraiment trop beau. J'aimerais beaucoup qu'ils refassent du Colony Wars. Mais c'est... Non, c'est pas... C'est toujours le nom de cette simulation spatiale. Ah écoute, on va attendre que ça tombe. On va attendre que ça tombe. Voilà. Strike Vector. Strike Vector. X. Ça ne me dit foutre rien. Non, tu connais pas Strike Vector. Je te promets. Voilà, Là, gros blanco. Là. Je pensais que tu connaissais un tout petit peu quand même la série de Strike Vector, mais Encore 4000 pages à lire dans la Bible du jeu vidéo. c'est impossible. C'est incroyable. Ah, c'est Pokémon. Ah non. Donc, un jeu Telltale, je pense que tu l'as bien deviné. Épisode 3 d'un jeu que tu n'as certainement pas dû commencer. J'ai pas commencé encore parce que j'ai déjà Game of Thrones à faire. of the Borderlands. Mais je le épisode ferai. 3 qui arrive très vite. Je le ferai dès que j'aurai l'occasion. Ouais. Ils n'ont pas un très très grand. Les sorties ont du mal à sortir hein, sur les Borderlands. sur les Borderlands. Oui, j'ai l'impression. Ça fait quand même un moment qu'il est sorti le premier épisode. Le premier et le 2 aussi. Ça fait un petit moment déjà qu'on attendait le troisième. Et là, donc voilà, il arrive certainement fin juin. Ouais, donc, Fin juin même début juillet parce qu'on est déjà fin juin. oui, on est déjà fin juin, ouais. J'ai pas joué au jeu, mais ils ont... Quels sont les retours de ce Borderlands? Tu l'as pas commencé Attends, toi parce que Sonico disait quelque chose, hein. Je disais, j'ai pas joué au jeu, mais j'avais reconnu la licence tout de suite parce qu'ils ont quand même une patte Bien sûr, graphique super particulière, très reconnaissable. Les jeux sont déments. Moi, j'ai vraiment adoré Borderlands. C'est quand même une autre classe que Destiny, quoi, dans le genre. Et si Destiny pompe énormément de trucs à Borderlands. Ah oui, d'accord, le FPS, tu parles. Oui. Non, je crois que je parlais de Non, la version Telltale. Pas la version Telltale. Je parle de Borderlands, la licence de base déjà, le FPS RPG. Oui, oui. Mais déjà l'ambiance est tellement particulière, l'humour est tellement génial dans cette série que vraiment je suis très curieux de voir ce que ça donne chez Telltale. Ouais, c'est clair. Bah, Telltale, c'est un jeu d'aventure, c'est pas un jeu d'action déjà. Non, là ça va être de l'aventure, mais c'est surtout l'humour en fait et les situations barrées Oui, bien sûr, que j'espère retrouver. Ouais. Je pense qu'on va retrouver quelque chose de très sympa. Pris dans les mains des maintenant talentueux Telltales. Hein. Yes. Je pense qu'on pourra avoir vraiment quelque chose de très 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 sympa. Everyone. Yanim Studio, un studio inconnu, mais je vous avoue que le trailer m'a énormément séduit et je pense que Sonico ça va lui plaire aussi. Et Mandark aussi, de toute façon. Je sais que tout ce que je lui mets, Mandark ça lui plaît. Donc. Ouais, je suis pas difficile moi en fait. Très difficile. Je suis très bon public en fait. Non mais c'est vrai, souvent à juste titre d'ailleurs. J'ai des petites réserves sur la coupe de cheveux du personnage, mais. Un jeu qui a été dévoilé également à l'E3. Encore un trailer oublié, tu vois. De temps en temps, j'en mets quelques-uns. J'aime beaucoup les petits coups comme ça qui donnent. Il y avait la même chose dans l'Empire contre-attaque. Il y avait juste un 60. Non, petite patte graphique que j'aime bien. Oui, c'est très joli. Voilà, petite intro aussi qui donne envie pour le coup d'en connaître un peu plus sur cet univers, cette histoire, sur ce personnage. Sur ces changements de forme aussi. Pardon? Sur ces changements de forme. Ouais. Oui, bien sûr. J'aurais pu le mettre en indé celui-là, mais voilà. Je voulais le mettre dans les news, il a vachement la gueule d'un jeu indé, ce que j'allais dire en fait. Notamment ce système de platformer en 2D avec. Mais le truc, c'est qu'il est poussé en fait par des constructeurs, parce qu'il est sur le site des constructeurs, le trailer. D'accord. Donc il va être certainement poussé en tant qu'indé chez les constructeurs de jeux console, PlayStation et Xbox. D'accord, cool. Sur les deux, chez les deux donc. Exactement. Bueno.
Red Goddess in a World. Voilà, qui est donc apparemment déjà valable, oui, sur PS4 déjà apparemment. disponible sur PS4. Alors peut-être pas chez nous en Europe, peut-être aux US. Parce que le PSN, peut-être aux US. On n'a pas le même PSN suivant les continents. C'est possible. C'est un peu le souci. Au retour d'un fameux éditeur que l'on connaît très très bien, Sierra Games, hein, qui est à la tête de beaucoup de licences. Hein. Principalement les King Quest. Notamment quel était le fameux jeu RTS en 3D ça y est, Ground Control. Ground Control. De Sierra, pareil. Son côté des Goblins, ce genre de vieux jeu que peut-être vous ne connaissez pas si vous avez moins de 20 ans. Et donc qui ressort donc un nouveau jeu, une nouvelle licence qui est un peu barrée, qui se prend pas trop la tête. Donc un fameux gameplay en 2D. Un puzzle game en 2D avec un gros personnage et un petit personnage, et ils sont reliés via un petit câble. Et ça amène donc des concepts, un concept de jeu un peu différent. Omoshiroi. On avait déjà vu le trailer, j'avais montré le teaser, mais on n'avait pas vu des phases de gameplay. Donc le voici. Sympa, c'était présenté à l'E3 ça aussi. Et c'était présenté à l'E3. Ça s'appelle Shifting. Et c'est sur Wii U que ça va sortir. Ouh, décidément une bien belle machine. Donc, évidemment, un jeu qui va se baser sur la mablette et pouvoir possibilité de bouger la mablette. Comme un puzzle game tout à fait classique. Je m'appelle Tony Hawk, j'ai 50 ans, j'ai toujours l'impression d'en avoir 20. Autour d'un certain Tony Hawk Pro Skater. Je pense que Noah qui est en train de découper. Il a jamais aimé on apprend que Noah a jamais aimé les Tony Hawk. T'as pas aimé les Tony Hawk quoi? Moi, je jouais pas spécialement à Tony Hawk, j'étais pas un skater. Moi, je préférais jouer à Jet Set Radio. Moi. Ah oui, c'est pas pareil, effectivement. D'accord. C'était plus mon genre. Alors je voulais mettre quand même ce petit ou alors parce que ça reste quand même le grand retour d'une grosse licence qui est Tony Hawk. Par contre, oui, c'est vrai. C'est le numéro 5 là, je crois, j'ai l'impression. Ouais, c'est le 5. C'est le numéro 5. C'est vrai qu'ils en ont pas fait depuis. Et ils en ont pas fait depuis presque. Bah, dire bêtises, mais presque 10 ans. Hein. Mais... Noki est très fan. Noki est très fan. On lui réserve un spot le jour où on parlera du jeu. Un spot le jour où on en mettra en avant. On avait bien sûr un invité, un top of the top. Exact. C'était Phil Criffo, il me semble. Oui, qui était un gros fan de Tony Hawk. Et notamment du premier Tony Hawk. Et notamment du premier Tony Hawk. Et il en avait sorti deux, si je me souviens. Il y avait le Tony Hawk, il y avait l'autre qui se voulait plus réaliste ou plus déjanté, je sais plus. Non, plus déjanté, parce que Tony Hawk, ça se veut plus réaliste. C'est ça. Il avait présenté les deux dans son top 10 en fait, histoire d'avoir le contrepoint. J'ai oublié le titre de l'autre. Je sais pas, si je me reçois sur la tête, ça fait peut-être moins mal là-dedans en fait que sur le bitume en vrai. Enfin, en réalité, la vraie question. Pour répondre à la question de Noah que les spectateurs n'ont pas entendu. Les spectateurs pourquoi faire en jeu vidéo ce que tu pourrais faire en vrai au niveau du sport? Dans ce cas, il n'y aurait pas de FIFA, il n'y aurait pas de jeu de basket. Mon petit Zab, salut. Et puis je dunk très mal dans la vraie vie. Forcément, s'il n'aime pas le jeu de sport en question, pourquoi il y jouerait? Exactement. Donc ce que je voulais en fait rajouter, c'est pourquoi jouer à un jeu de sport alors qu'aujourd'hui une bonne partie des jeux, notamment open world, on donne la possibilité de jouer à ces jeux de sport dans un open world avec plein d'autres activités. Là, t'as un éditeur de niveau. C'est vrai, tu as un éditeur de niveau. T'as pas d'éditeur de niveau en open world. Non, mais ils ont intérêt à avoir une galette lourdement chargée s'ils veulent vendre un Tony Hawk 5. C'est avec plein de bonus qui parlent vraiment aux skateurs et que tu peux pas avoir ailleurs parce que. S'ils veulent la vendre au prix fort. Oui, c'est ça. Mais ils avaient vraiment bien marché les 4 précédents opus ou... Le premier, ça a été un gros carton. Évidemment, mais au fur et à mesure qu'ils ont fait des épisodes, évidemment, le gameplay étant le même, c'est vrai que c'est difficile de te vendre un produit qui est le même alors que le premier est déjà excellent. Et en plus, il y avait beaucoup de concurrents qui arrivaient derrière en fait pour essayer de grappiller un peu du gâteau. Et puis bon, le jeu de skate, c'est pas comme s'il y avait c'est un jeu de niche en fait. Ça reste un public. C'est un jeu de niche à roulette, exactement. Ça reste un public de niche. Quand on peut se permettre de vendre un FIFA tous les ans, on peut moins se permettre de vendre un Tony Hawk, un jeu de skate tous les ans. Donc
là, c'est grand retour parce qu'effectivement, je pense qu'ils veulent profiter de la next-gen, donc les possibilités de la next-gen. Ouais. De là à dire que ça fera un grand succès, je ne préfère pas y parier ma main. On verra si le skate a toujours le vent en poupe. Le scotch. Bon, le scotch, oui, chez moi, oui. Mais le skate. Donc j'ai voulu vous mettre ce trailer de comparaison entre le gameplay Xbox 360 et celui que l'on va avoir sur Xbox One dans la version Ultimate. C'est beaucoup plus joli sur Xbox One, c'est étonnant. Tiens donc, ah bon? C'est bizarre. Donc bien sûr trailer à l'américaine, avec on est les plus forts, on est les plus beaux, on a la franchise qui est la meilleure, qui est les plus vendue. Vous connaissez le problème. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on a un peu plus de détails sur ce que va être Gears of War, parce que c'était quand même l'Ultimate, c'était un peu le grand absent de la conférence Microsoft. J'étais un petit peu déçu de même pas voir un peu de différence. Et donc on a dans ce trailer la différence entre la version Xbox One et la version normale. Et elle est assez nette quand même. Ça sert à quoi? Alors c'est pour dégoûter les gens qui ont une 360 de ne pas avoir une Xbox One ou quoi? Parce que moi je m'interroge toujours sur ce genre de manip. Regardez les gars, c'est beau hein? Eh ben regarde, là c'est sublime. Vrai. Tu l'achètes sur quoi maintenant? Disons qu'aujourd'hui les éditeurs, pour eux la Xbox 360 n'existe plus. Pareil pour la PS4 de toute façon. La PS3 tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? La PS4. PS4. Tu l'enterres trop vite. Pardon, la PS3 je veux dire. Oh, ce headshot. Non, c'est très très beau ça. On dirait que ça tourne sur un PC de Master Race, mais c'est très très beau. Alors désolé pour ceux qui sont sur le chat, j'avais le chat déconnecté, donc je ne pouvais pas voir du tout vos commentaires. Et je ne sais pas si je peux me connecter au chat là, à partir de là. Donc si vous avez des questions, gardez-les pour l'instant. On y répondra dès que ce sera humainement possible. Mon chat ouvert. On a la vidéo quand même. Bien. On a juste la vidéo, on n'a pas le chat. Ça se trouve, on n'est pas diffusé là? Si, on est diffusé. On a quelques personnes qui nous suivent, toujours avec assiduité. Je vous en remercie. On peut pas les avoir là-dessus? Si, mais j'ai pas le mot de passe. Voilà. Si quelqu'un a le mot de passe. Les personnages sont très réussis. C'est vrai que la version Xbox 360, les personnages n'étaient pas très très beaux. Là pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment bien refait le jeu. Un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Halo, la série des Halo, avec la Master Chief Edition, qui était vraiment très réussi sur Xbox One. Qui était vraiment du beau travail. Du très beau travail, j'ai l'impression qu'ils veulent faire la même chose avec ce fameux Gears of War. Moi qui n'en ai jamais fait aucun. Je crois que je vais me faire plaisir. Moi j'ai fait le 2 en coop avec un pote, c'était très jouissif quoi. Mais de toute façon, ça fait partie de leur licence phare. Ils n'ont pas le droit de se chier en fait avec un titre pareil. Bien sûr. La voix quoi. J'adore la voix du commentateur derrière. C'est le meilleur jeu auquel t'as jamais joué. Tout ce qui existe avant c'était de la merde. Voilà. À l'américaine, la grosse voix à l'américaine. Blast it in HD. It's a fucking shit game. Very, very fun, very good. We prepare Gears of War 4. Tu vois, c'est marrant d'ailleurs, c'est tellement rentré dans l'inconscient, c'est tellement le jeu de comment dire, de mecs qui sont de la communauté Xbox, en fait, qu'ils l'appellent même plus Gears of War. Maintenant, c'est Gears. C'est juste Gears. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait God of War aussi, je suppose. God of War, voilà, quand on met Go. Quand tu mets Go, c'est God of War. Non, Gears of War. C'est Gears of War, merde. Donc du coup, non, c'est Gears. Mais quand God of War va revenir, il va s'appeler God. On va revenir au même en fait. God, ça peut Ils vont se tirer la bourre. En fait. God, ça peut être bizarre. Oui. Voilà. Avec Kratos, quoique. Tout à fait. Ah bah voilà, c'était la fin, effectivement, c'était le dernier trailer. Voilà, dernière phase de trailer. C'est pas mal déjà. Bon, bah, c'était pas trop mal comme petite news. Peu de jeux japonais, hein, ça arrive, je t'avoue, j'en ai pas trouvé énormément. Sinon, des trucs très un petit peu what the fuck, donc on connaît pas vraiment des masses, mais les licences japonaises, il n'y en avait pas beaucoup à se mettre sous la dent. Là, oui, c'est pas la période en plus. C'est pas trop la période, effectivement. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis dernièrement. En plus. Tout à fait. Là, les prochains, ça va être pour le Tokyo Game Show, quoi. Surtout, ouais. Tout à fait. Bon, on se fait une petite pause de 5 petites minutes et puis on va attaquer le gros du sujet. Yes. Final Fantasy XIV. Hoba. Voilà. Ouais. Online. Et puis, bien sûr, on va parler du Evansward. Yes. Surtout Sonico qui va nous parler d'Evansward. La plupart, notamment Sonico, ont pu déjà y mettre la main dessus. Et on va pouvoir en discuter ensemble de tout ça. Allez,
On se dit à tout de suite, 5 petites minutes. Et bon, rebonjour à tous, hein. Merci à ceux qui viennent d'arriver. On est dans Oh My Trailer et on fait aujourd'hui un... Je suis en train de me faire n'importe quoi. On est en train d'exploser tout court. On est dans Oh My Trailer. On va faire un spécial Final Fantasy XIV Heavensward. Heavensward, dis-le avec respect. Heavensward, voilà. On va essayer de le faire avec un accent à peu près normal. Donc on va d'abord faire une rétrospective de la série du jeu Final Fantasy XIV, puisqu'il a eu quand même pas mal de remous ce jeu, et vous allez nous en parler. Sonico, tu es là également pour en parler, parce que je pense que tu es la mieux placée chez OGaming pour en parler. Tu es celle que je pense qui a le plus tryhard le jeu, comme on dit. En plus, c'est elle qui fait le test alors. Et c'est elle qui fait le test en plus de Heavensward. Et puis bien sûr, Mandark, hein, je sais que je te fais grand plaisir en parlant de ce jeu, parce que tu as un amour particulier déjà sur la série Final Fantasy XIV et particulièrement sur ce Final Fantasy. La série Final Fantasy et cet opus Final Fantasy XIV qui t'a énormément plu. Toi qui n'es pas un habitué des MMO en général. J'en ai fait, mais sans être un gros aficionado, tout à fait. C'est bien résumé. On va lancer la vidéo, comme ça vous allez pouvoir parler dessus. Yes. Oui, parce que vous pourrez les revoir sur YouTube autant que vous voulez les vidéos, étant donné qu'il y en a pléthore. Alors, bien entendu, j'ai voulu commencer par le commencement. Donc par le premier Final Fantasy XIV. Voilà. Le premier trailer du Final Fantasy XIV. Le tout premier trailer qui a été montré. Qui clash. Donc on a un souci sur la vidéo. On a peut-être un souci sur la vidéo. J'espère que non. J'espère que non. Mais sinon on peut en parler un petit peu de toute façon, malgré tout, de ce premier opus. Donc, voilà, c'est bon, on est reparti. Petit problème d'encodage. Donc le tout premier. Alors c'est beau, hein, le trailer, les images de synthèse encore une fois chez Square. Évidemment. Alors vous aurez beaucoup d'images de synthèse dans les trailers, évidemment, puisque évidemment quand ils font des trailers, donc c'est-à-dire tout ce qui est marketing, ils vont mettre bien entendu en avant les cinématiques et tout ce qui a été utilisé pour pouvoir montrer ce qu'il y a de plus beau dans le jeu et pas forcément le gameplay à l'intérieur. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher le plus au trailer de Final Fantasy. D'ailleurs, peut-être que Sonico peut nous en parler un peu justement. Donc personnellement, moi je n'ai pas joué à la V1, mais à l'origine c'était l'équipe de Final Fantasy XI qui était sur la V1 du jeu. Donc suite à différents problèmes et une mauvaise... Le micro essaie de le tenir devant ta bouche, sinon on va avoir des petites coupures. Ouais. Donc, je disais, je n'ai pas joué personnellement à la V1 du jeu, donc c'était surtout l'équipe de FF11 qui travaillait dessus. Et il y a eu un changement de producteur en cours de route, justement suite à différents problèmes du jeu. Le fameux Realm Reborn. Voilà, et une mauvaise réception des joueurs, dans le sens où le jeu était quand même assez lent. Assez vide. Voilà, c'est assez vide quoi. Oui, le jeu était assez vide et assez lent. Ce qui était un petit peu aussi le reproche qu'on avait fait au Final Fantasy XI. Disons que oui, j'étais une joueuse de FF11, mais c'est surtout que c'était pas du tout la même époque. C'est-à-dire que FF11 c'était il y a une dizaine d'années. Donc forcément, le jeu était... Les critères sont beaucoup plus exigeants en fait. Ils sont bien différents d'il y a 10 ans. Et puis il y a qui est arrivé au milieu. Et puis on va pas se mentir, à l'époque de FF11, c'était quand même des hardcore gamers qui jouaient quoi. Quand moi j'y jouais, c'était vraiment des gens très tournés MMO. Oula, on est passé de trucs bizarres. Bon, petits fails en série. On a des petits fails sur la vidéo apparemment. Mais en tout cas maintenant les joueurs ils veulent... J'espère que non. Les joueurs maintenant ils s'attendent plus à des MMO plus dynamiques, où ça bouge, où il y a de l'action quoi. Oui, c'est pas faux. Effectivement là-dessus ça marche très bien, FF14, à partir de Realm Reborn. J'ai pas fait non plus la première version. Par contre il est quand même important de savoir que si elle a eu un accueil désastreux en fait à son arrivée, l'équipe de développement en fait avait tout fait pour colmater les brèches très vite, et qu'en 6 mois le jeu était devenu de ceux qui y jouaient à l'époque. Salut Okami si tu nous regardes d'ailleurs. C'est parce que lui a été sur la première version justement, et ils ont fait d'énormes efforts pour que ce soit un MMO qui soit très jouable, et le jeu a gagné malgré tout une communauté de fidèles au bout de 6-7 mois, parce que vraiment le jeu était devenu solide. Mais hélas, il avait été trop plombé en fait avec les mauvais scores de la sortie pour qu'il soit crédible. Donc la décision a été prise. C'est-à-dire que quand le jeu est sorti, il était vraiment extrêmement buggé. C'était incroyable. C'était absolument c'était une catastrophe. Voilà. C'était les retours effectivement que j'avais eu.
ils ont colmaté les brèches, comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réglé tous les gros bugs, mais ça n'a pas suffi pour que les gens qu'on revienne sur le jeu. C'est ça. Donc là, ils changent en fait de producteur. Ça passe entre les mains de monsieur Naoki Yoshida, tout à fait, gros joueur de MMO, notamment gros joueur de World of Warcraft. Donc le mec connaissait très très bien ce qui se faisait en fait partout au niveau MMO. Et déjà, première décision intéressante, en fait, il décide carrément de détruire les terres où se passe le premier FF14. D'accord, voilà. Enfin, pas vraiment détruire. Pas vraiment détruire, mais enfin bon, en tout cas... En gros, on sent vraiment qu'il y avait une volonté à travers le scénario. En fait, il a vraiment scénarisé la destruction du monde. C'est ça. Et c'est justement pour ça le nom A Realm Reborn. On va le voir dans la vidéo précédente, donc une très longue vidéo. Oui, la vidéo d'introduction de Realm Reborn. Qui est assez longue, elle dure 8 minutes quand même. Elle est si longue que ça, 8 minutes? Oui, c'est la... Ouais, ah ouais, bon sang. Tu vois, chaque fois que je la vois passer, j'ai l'impression que ça passe... le premier FF14. Et Erzea awaits some. Donc voilà, en fait, c'était le premier univers de Final Fantasy XIV. Il fait s'écraser la lune au-dessus d'Erzea, il envoie Bahamut. En fait, c'est Bahamut, un primordial, enfin, qui est enfermé dans Dalamud. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qui est une lune en fait autour de. C'est pas vraiment une un lune. satellite en fait. Oui, enfin, j'appelle ça une lune parce que. C'est la prison de Bahamut en fait, Dalamud. Voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre autre chose que Bahamut dedans. C'est une sorte d'orbe où Bahamut a justement été enfermé. Et là d'ailleurs, voilà, on voit la séquence en question. Donc la séquence d'ouverture en fait de Realm Reborn et la fin en fait de Final Fantasy XIV. En fait, à la fermeture des serveurs, les joueurs qui étaient connectés ont vu cette cinématique. Ont vu ça, quoi. Voilà. Ah oui, ils l'ont vu en vrai dans le jeu en fait. Ah oui, d'accord. Avant que les serveurs ne se coupent, il y a eu ça. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'était vachement intéressant comme démarche, quoi, parce que ils ont rentré c'est pas des mecs du qui disent directement dans le. C'est pas on va couper les serveurs, bye bye. C'est cérémonie, les gars, c'est la fin et voilà, c'est la fin, on a une fin. Et puis même on voyait Dalamud se rapprocher de plus en plus dans le jeu, quoi. D'accord. Au fur et à mesure, les jours précédents. Exactement. Ah oui, c'est assez intéressant de l'avoir pu l'intégrer comme ça directement dans le jeu. C'est pour ça déjà il y a ce côté vraiment dans les Final, dans ces Final Fantasy Online. Avant tout c'est du Final Fantasy quoi. Déjà dans l'histoire, dans le souci en fait d'avoir une cohésion jusqu'au bout. Voilà, ça c'est très important de le préciser. L'histoire est extrêmement important en fait. Déjà avant même de faire un jeu avec un gameplay, l'important était de mettre une histoire. Bah, c'est un vrai RPG à la sauce MMO en fait. C'est ça. Oui. Que tu peux d'ailleurs. Il y a une très large partie du jeu que tu peux faire absolument tout seul si t'as pas envie en fait de. Si t'as pas envie de jouer en online, si t'as pas envie de jouer tout seul en solo quoi. Mais tu peux à tout moment en fait, tu peux très bien faire des tas de trucs tout seul, comme décider de rallier ta compagnie libre, donc les guildes du jeu, d'aller faire des trucs avec eux, de rencontrer des gars que tu vas croiser, de faire des trucs avec eux, voilà. Il y a bon anniversaire. Monsieur, on souhaite bon anniversaire au boss, donc voilà. À notre ami Ponf qui vient juste de passer. Voilà. Qui visiblement vient juste de se lever après avoir fêté ça pendant 2 jours. Très très belle cinématique de fin quand même, hein, pour montrer. Alors ça c'est celle de début par contre. Enfin de fin de la V1. De fin de la V1 et début de la... Oui, bon. On va bien voir d'ailleurs la coupure. Oui. Puisque on va voir la fin totale. Le monde va voilà. La lune va exploser. Déjà, ça va s'écrouler. C'est assez rigolo d'ailleurs que c'est la merde totalement au niveau de la lune et les mecs continuent à se taper dessus, quoi. C'est assez rigolo. Vite, ils sont distraits, continuez. Ah, et là. Bahamut qui sort. Il y a Alexis in 91 qui nous dit: à chaque fois que je vois cette vidéo, j'ai des frissons. Oui, c'est beau. Quand même particulièrement impressionnante. Surtout avec la musique qui est magnifique, quoi. Et encore un morceau signé Uematsu, si je ne m'abuse. Je sais qu'elle est chantée par Susan Calloway. Susan Calloway, c'est exactement ce qu'elle est. Answers de Answers, voilà. Qui chante aussi d'ailleurs le thème de Evansward. Dragon Song, ouais. Dragon Song, c'est ça. On voit un petit peu comme la différence graphique. On a vu tout à l'heure en 2010, FF14, il y avait quand même. Graphiquement, même les cinématiques n'étaient pas aussi géniales. Oui. Sur le Realm Reborn. Ah là, elles sont impressionnantes. C'est vraiment très très bon. Ça se voit surtout au niveau des visages chez Square en fait. Oui. Les expressions faciales des visages sont toujours plus bluffantes chez eux que chez les autres.
bon, ça pète, hein, voilà. Très 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 beau. Histoire qu'on fasse comprendre quand même que... Là c'est bon, là c'est la merde là. Clairement là. Et là ils ont vraiment... Bah, merde, qu'est-ce que tu veux faire derrière ça? Pas grand chose. Ok. Bon, on va se faire un raid. C'est ça, non, je peux pas, c'est la fin du monde. Et là, il y a Louisois qui arrive. Voilà. Donc Louisois, c'est le pépé que vous voyez là. Qui c'est ce personnage alors? Donc en fait, c'est un personnage... C'est le Gandalf local. Non, c'est un pépé qui a fait un peu de magie. Voilà. C'est vraiment un personnage central, notamment au niveau du raid de Bahamut, parce qu'en fait, le gros raid de When We Bound s'appelle... En fait, il y a trois... Il y a la bine de Bahamut, non, le labyrinthe de Bahamut, ensuite la bine... Le micro, sinon t'entends pas, pardon. Nico. Hein. Ouais, donc, parle avec ton autre main si tu veux. C'est un personnage central dans l'histoire de Bahamut. Donc le raid principal de When We Born, c'est justement autour de Bahamut, donc en 3 passages. Donc le labyrinthe, les méandres et la bine. Donc je vais pas trop spoiler l'histoire, mais voilà, c'est ça. Ouais. Pour découvrir qui est ce personnage, vaut mieux faire le raid. D'accord. C'est un personnage central du jeu. Je l'ai pas encore fait, m'énerve. J'ai pas encore libéré l'accès au T1. T'as pas encore vu Louisois au moment où t'en es dans l'épopée? Non, pas encore. Faut dire que j'ai fait j'ai travaillé d'autres classes à côté, je sais pas pourquoi, j'avais envie de booster en fait. J'ai envie de développer des jobs, donc je prends un peu mon temps quand même pour le faire. Je suis pas trop speed. D'accord. Donc là il est en train de téléporter les héros, j'imagine, pour éviter qu'il meure. Et ouais, par contre lui... Ah ouais, donc lui il y passe quoi. Ah bye bye. Bye bye Gandalf. Il a un grand sourire avant de mourir. Hein. Je ne dirai rien. Super. Faut jouer, faut faire le jeu. D'accord. Donc tu le vois quand même, en fait cinématique c'est un peu on voit dans le jeu aussi. Oui. Enfin dans des cinématiques, oui. D'accord. Mais je vais pas spoiler les... Donc là, c'est la fin de la V1. La V2 commence sur un gros clin d'œil à FF Tactics, je le précise, souvenir de vieux con. L'intro de FF14, ce morceau-là commence par le même plan que l'intro d'FF Tactics. Et ça n'est pas anodin. Voilà. Et là c'est pareil, j'avais trouvé ça super cool quand j'avais reçu le jeu et que j'avais lancé et qu'il y avait cette cinématique qui tourne à ce moment-là. Parce que tous ces gars que tu vois courir sur leur chocobo, en fait, tu te dis, ouah putain, je vais être un de ces gars-là, il va y en avoir plein et ça va être génial quoi. Et vous allez pouvoir faire une grande armée de chocobos. Ouais, pouvoir faire une grande armée de Nawak. De gars qui en profitent. J'aimerais bien faire une grande armée de Nawak, mon arc. Moi j'ai toujours voulu faire une guilde qui s'appelle Pochetron et Dragon. Voilà. Je trouve ça peut-être pas trop sérieux encore. On verra si j'arrive à me dégager du lot. Tu sais, il y a pire comme nom de guild sur le serveur. Hein. Oh sûrement, mais j'en vois souvent des sérieux. Hein. Ouais. Defenders of Eorzea, tu as les trucs comme ça qui claquent. Bon. Ouais. Tu fais, je suis pas là pour rigoler. Là, vous voyez Odin qui est Odin, voilà. C'est Odin, d'accord. Qui est un des primordiales contre lequel vous pouvez combattre dans le jeu. En fait, on combat... C'est un des boss du jeu. Non, c'est pas un boss. C'est un primordial. C'est ce qu'on appelle un aléa dans le jeu, un fate. En fait, ce sont non, il est en aléa et autant en primordial aussi. Ah, il est aussi en primordial. Ouais. Autant pour moi alors. Donc c'est Ifrit. Là, on l'a vu là tout à l'heure. Non, c'était Behemoth. Ah, c'est Behemoth. C'était un Behemoth qui lui aussi est un aléa du jeu en fait. Un aléa. Un gros aléa du jeu. Et qu'est-ce que c'est en fait les aléas? Ce sont des éléments en fait qui spawnent de façon aléatoire. Relativement, en fait, ça revient toutes les 10-15 minutes. Elles ont toujours plus ou moins le même centre d'intérêt. Sauf certaines, comme genre, justement Odin et Behemoth. C'est ça. Voilà, Odin, qui reviennent tous les quelques jours. C'est ça. Et puis encore, ils te disent pas où, quoi. C'est encore pire. Non, Behemoth, il est toujours au même endroit. Oui, Behemoth, c'est toujours au même endroit. Mais Odin, il fallait le traquer. Hein. Voilà, il est dans la forêt, mais de son seuil, mais ça dépend des zones. Voilà. En fait, il y a toujours un temps météorologique qui annonce qu'il est là. Quand tu vois qu'il y a de la brume, quand il commence à y avoir de la brume, c'est qu'il est pas loin. C'est le temps d'Odin. Voilà. Il y a Matt Thunder qui dit: je suis pourtant quelque peu allergique à Final Fantasy, mais je reconnais que la vidéo pète sacrément et que l'effort sur la transition des deux versions est vraiment louable. Eh ben c'est bien ça en fait. C'est vrai que la transition est vraiment bien foutue quoi. Grabo est d'accord avec toi sur le plan FF Tactics FF14. Salut Grabou. Et bien vu mec. Ouais, tout à fait. Et Ayam Omar est totalement perdu parce qu'il connaît pas du tout les FF. Il a l'impression qu'on parle chinois. C'est pas grave, salut quand même aussi. Alors, prends une bière, repose-toi, tu vas voir, ça va être simple. Moi je connais bien les MMO, donc je sais à peu près de quoi il parle, mais c'est vrai que sur l'univers de Final Fantasy XIV, je n'y connais pas grand chose non plus. Donc je suis un petit peu comme toi, Ayam Omar.
Voilà, donc c'était la cinématique complète donc de la fin et du début de Orzea FF14, FF14 et on passe à Unreal Reborn FF14 qui reste toujours le même. Le pire quand même, je pense, c'est les joueurs de la V1 qui ont vu leur serveur se faire fermer et qui ont assisté à ça, quoi. Mais est-ce qu'ils ont pas gardé leur personnage du coup en fait? Si, ils ont pu garder. Il y avait des serveurs Legacy où ils ont pu récupérer leur personnage avec certains avantages justement. D'accord. En fait, les personnages Legacy ont un tatouage au niveau du cou derrière. D'accord. Et ont récupéré un chocobo, enfin des montures quoi. C'est une bonne manière aussi de remercier les anciens joueurs. Je pensais que je croyais bêtement en fait qu'ils s'étaient fait chanter leur perso de l'époque. Si, mais je crois qu'il y avait une campagne Legacy et on pouvait récupérer son personnage, oui. Bon bah c'est beau geste aussi. Chadroot que l'on salue qui dit j'ai pas du tout aimé la V1 et j'aime bien la V2. La bêta était cool. Ouais, je sais pas comment était la V1, elle me semblait être plus austère. Parce que c'est très austère. Final Fantasy 11 était très austère aussi. Et même fait la même chose sur 14. Ça peut paraître anodin, mais j'ai vu des vidéos de la V1, mais même au niveau de l'interface utilisateur, je trouvais ça pas agréable. C'était Excel, c'était l'interface Excel. C'était un peu une interface comme les vieux FF, quoi. C'est ça. Alors que maintenant, c'est plus joueur friendly, j'ai envie de dire. Oui, c'est effectivement. Et puis le jeu est beaucoup plus coloré. Le jeu a vraiment une variété de décors et de couleurs, d'effets de lumière qui sont sublimes. Puis même beaucoup d'humour. Là, vous voyez. C'est beaucoup d'humour. Le jeu est truffé d'humour, mais vraiment d'un humour qui, même chez les petits personnages que tu croises, avec qui tu tapes les discours, les textes ont toujours été faits pour que ce soit léger, amusant. C'est très léger. Mais léger, tu te marres bien avec. En fait, c'est pas. Putain, c'est plus ça, quoi. Et tu te dis c'est cool parce que tu t'y attends pas vraiment à chaque fois. Mais encore plus avec Evansford, parce que en fait, le jeu existe en français et la traduction française est vraiment très bonne. L'équipe, la team de localisation française s'est vraiment fait plaisir sur par exemple les titres des quêtes ou des aléas. Ça faut dire. C'est vrai qu'il faut préciser que les titres des quêtes sont très souvent inspirés. C'est des clins d'œil sur des titres de films, de bouquins, de chansons, de mangas, de tout. Enfin. Non, mais même il y a même un titre un peu à logographie, quoi. Genre Ivre, il a vu des dragons. Genre 50 nuances de Alone. Alone qui est une déesse de la guerre dans. Alex qui est 91 toujours, qui a l'air d'être un joueur donc FF14. Oui. Qui dit effectivement l'intérêt des événements, parce qu'il y a des événements dans FF14. Je pense que c'est un gros truc de la V2. L'intérêt de l'événement, c'est que les joueurs à proximité des lieux d'apparition de cet événement, les joueurs autour peuvent y participer. Oui, bien sûr. Ça spawn sur la map sans qu'il y ait d'interaction avec quelconque PNJ. Et c'est exactement ce que font aujourd'hui les nouveaux MMO, ce qu'on appelle la nouvelle génération des MMO. Rift a fait ce genre de choses. Rift le fait très très bien d'ailleurs. Et bien sûr maintenant Guild Wars le fait, Guild Wars 2 le fait de manière automatique. Et maintenant FF14 le fait également. Et c'est aussi le cas pour le MMO dont je ne me souviens plus du tout, le SF. Un peu cartoonesque. Bon, ça va nous revenir, c'est pas grave. Les viewers mais en fait, il y a vraiment trop d'intérêt pour ces aléas, donc ces événements qui spawnent plus ou moins aléatoirement sur la map. Donc d'une part pour level up, donc il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être en donjon, donc ils font des teams leveling par aléa. Ça peut être aussi lié à des quêtes saisonnières. Donc voilà, donc pour récupérer des items ou sinon des aléas spéciaux qui permettent d'avoir des items qu'on peut mirage, c'est-à-dire le mirage, on a une pièce d'équipement mais on peut lui donner l'apparence d'un. Les viewers sont extraordinaires, il a fallu que je pose la question, effectivement, c'est Wildstar. Wildstar, bravo. Le fait très bien, le fait effectivement très très bien. Mais les aléas ont je trouve un autre intérêt qui est vraiment très très bien, c'est étant donné que dans FF14, il faut le savoir, on peut à terme incarner absolument toutes les classes et tous les jobs des persos si on y met le temps et voilà. Étant donné que c'est toujours en parallèle de la quête principale mais qu'on a déjà validé les plus grosses quêtes, c'est très pratique de se taper beaucoup d'aléas en fait pour gagner très vite du level, pour monter très vite du level au moins dans les premiers temps, quoi. Voilà, avant pour pouvoir avoir de quoi aller minimum en donjon, après en raid oui, puis ou à la piscine. Tu peux pas te mettre à poil comme ça. Il y a des gens qui aiment pas forcément aller en donjon donc ils font des aléas, quoi. Oui. C'est ça, voilà. Moi, j'avoue que ça dépend des fois, quoi. Il y a des fois, tu as envie que ce soit plus peinard. C'est justement ce qui est intéressant dans FF14, c'est que tu as plusieurs façons de level up ton personnage, quoi. Donc justement, ces aléas, des mandats qui vont te donner de l'XP. Donc c'est par exemple tuer X monstres. Sonico, oui. Ton micro. Désolé. C'est déjà 3 fois. Essaie de le garder devant ta bouche, sinon on t'entend pas. Donc tu disais ? Donc justement, l'intérêt de FF14, c'est que tu as vraiment plusieurs façons de level up ton personnage. Donc ça peut être par des mandats, par ses aléas ou par des donjons. Et également par des quêtes annexes, quoi, ou principales.
comme en plus t'as un max, bon déjà t'as un max de classe, t'as un max de job, mais en plus à côté de ça t'as un max de classe annexe comme il nous montre, d'artisanat, de cuisinier, enfin bon t'en as en veux-tu en voilà, ce qui fait que tu peux très bien passer du temps en fait à ne pas forcément chercher l'affrontement et à faire des trucs derrière qui peuvent être cool, qui aident vraiment les gens ou qui peuvent te ramener de la thune, parce que en fait il faut savoir que dans FF14 si tu veux gagner de la thune et vraiment en avoir, t'as intérêt à te mettre au craft tôt ou tard, parce que sinon ça va pas rentrer des masses quoi. À la récolte aussi, ça rapporte pas mal. Les récoltes aussi, ouais. Et quand t'es un bon tailleur en fait, ou un bon orfèvre. qui nous dit les alias, ça c'est cool pour farmer les jobs. Après, ça manque un peu de gold pour le stuff. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Celles de bas niveau, il y en a 2-3 qui sont plus intéressantes. Mais en l'occurrence. Oui, voilà. Mais sinon, et plus forcément, parce qu'il y a un moment, tu gagnes plus de guilds, tu gagnes des. Je sais plus quoi. Ils appellent pas ça des tombstones, je sais plus comment ils appellent ça en anglais. Enfin bref, c'est une monnaie spéciale que tu acquiers au bout d'un certain niveau et qui te permet de t'acheter de l'équipement qui n'est déjà plus l'équipement de base, quoi. Voilà. Je parlais tout à l'heure des raids de Bahamut, c'est justement ça. Bah voilà, c'est ça. C'est le deuxième opus. Voilà, le deuxième étage de Bahamut. Non, pas le deuxième étage. C'est pas le T1 et le T2 ça Non, ça c'est le T7. Oh, c'est vrai qu'il y en a plus que 3 d'été. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, ils ont fait des ajouts en 3 parties, c'est-à-dire il y avait déjà le labyrinthe de Bahamut, ça c'est les méandres de Bahamut, et après il y a l'abîme de Bahamut. Yannès nous parle des 2,5 de GCD. Et de GCD, alors je sais pas ce que c'est, donc je sais pas si vous avez ce que c'est. Gamescom développeur. J'ai pensé à la même chose. Gros con devant ou je sais pas, et pourquoi 2.5 ? Sois plus précis, mon petit Nesquik. Apparemment. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu nébuleux. Juste nous donner un peu plus de détails en fait. Voilà, et je te promets que si on comprend, on répond. Bon, il y a Nathan qui nous dit que le jeu pue, désolé. Il préfère Guild Wars 2. Oui, non, sur mais Guild Wars 2, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est là pour parler des FF14. Dimanche, il y a une émission qui va être 2 heures sur Guild Wars 2. Tout à fait. Comme tous les dimanches. Il y aura, donc c'est à partir de 18h. Vous allez avoir donc une nouvelle émission qui va être présentée consacrée totalement à Guild Wars 2 et pas du tout à FF14. Et qui sera complètement dédiée à FF14. Donc je te conseille, Nathan, de revenir dimanche à 18h sur la multigaming. GCD Global Cooldown. Le Global Cooldown, le temps de reload entre chaque compétence. C'est le temps de lock entre 2 lancements de sorts et 5 secondes. Mais non, mais ça dépend comment tu joues, mec, aussi. C'est pareil. Le temps entre tes 2 lancements de sorts, moi qui joue mage noir, si tu as appris à maîtriser un certain cycle, ça s'en ressent sur ta vitesse de projection de tes sorts. C'est pas gravé dans le marbre. C'est là que le jeu il est intéressant, justement. En fait, les 2,5 secondes, on peut pas les réduire via des compétences. Mais bien sûr que si. Mais pas simplement. C'est pas que des compétences. C'est par un certain style de jeu in-game. C'est là que c'est très fort. Et c'est là que pour certaines classes, ce jeu est vraiment beaucoup plus stratégique qu'il n'en a l'air, quoi. Comme il allie à ça en plus un très bon système de déplacement et de prévention des coups. Alors ça, faut que je me le fasse. Je viens de terminer la quête, donc il faut que je me tape le fight sur le bridge. Donc là, c'était le trailer de la 2.2, du patch 2.2. Donc on a vu. En plus, ils n'arrêtent pas de rajouter des patchs. Honnêtement, il y a eu combien de patchs sur Realm Reborn depuis 1 an et demi Realm Reborn, en fait, ils font un patch environ tous les 3 mois. Voilà. Donc il y a eu la 2.1. Gratos, je précise. De toute façon, quand t'es abonné, t'es obligé de. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, ils sont obligés de justifier l'abonnement quand même tous les mois. Donc en remettant du contenu et des patchs. T'as tellement l'impression qu'ils ont peur de pas plaire, qu'ils en rajoutent tout le temps, et ils rajoutent de ces trucs. Encore une fois, ils ont rajouté le Gold Saucer, bordel de merde quand même, quoi. Puis c'est pas juste un petit. Et c'est pas juste, c'est le Gold Saucer, c'est vraiment le Gold Saucer, quoi. Tu peux faire tellement de trucs dedans. Encore une fois, le fait d'avoir pris le triple triad, jeu de cartes ultra célèbre de FF8 qui a ses fans, et de l'avoir mis dans le jeu, ce qui fait qu'encore une fois, tu peux aller taper la belote avec à peu près tout le monde. Si t'as du temps à perdre, c'est pareil, ça sert à rien, mais c'est génial. Il y a aussi des courses de chocobo. Le chat te fait dire que tu as totalement tort, les 2,5 secondes, c'est bloqué. Tu peux pas faire moins. Voilà. On en reparlera. Voilà. Mais la mauvaise foi, moi. Mais non, pas du tout. Ok, attendez, je checkerai ça chez moi. Personne, Zab, personne. Garde ton sel. Tu peux sortir la salière. Il y a Zab qui va essayer de venir, essayer de rajouter. Rien, on parle de FF14. On dit que Mandark est de mauvaise foi, c'est pas vrai. Zab, est-ce que tu connais Il refuse de le reconnaître. T'as joué à la V1, non? Ah bah oui, t'as joué à la V1. T'aurais pu en parler parce qu'il y en avait personne qui avait joué à la V1. Donc, bah écoute. Trop tard, on est à la V2. Allez, on va voir un petit Zap qui va nous mettre un peu de sel sur FF14, le premier.
Ouais. Même si on n'était pas là surtout pour parler de Heavensward, mais on en parlera tout à l'heure. Bien évidemment, non, c'est FF14. Le premier FF14, alors la V1 en fait. La V1 en fait. Comment ça s'est passé en fait cette histoire? C'était vraiment genre. En fait, le jeu est sorti, j'ai fait un essai, j'ai joué pendant à peu près un mois. J'ai fait le mode poulet sans tête parce que moi je m'en fous complètement de l'univers de Final Fantasy et de l'histoire. Ce qui m'intéresse c'est le gameplay dans un jeu avant tout. Et en fait le gameplay était hyper pauvre, t'as l'impression de jouer vraiment à un RPG coréen, tu farmais des quêtes un peu pointless. Le crafting était pourri. FF11 c'était un peu la même chose, hein, je trouve. Et encore, c'était un peu plus riche, mais. Je sais pas. Au bout d'un moment de. FF11 en tout cas, il a tenu, il tient encore si je me souviens bien d'ailleurs. Et pourtant, on sentait que graphiquement, le jeu avait un potentiel. Et en fait, c'était vraiment l'époque où, à part si t'étais un vrai fanboy de Final Fantasy, le jeu avait aucun intérêt. Par contre, bon, déjà le jeu était d'un point de vue interface tout beaucoup moins archaïque que World of Warcraft. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé en fait, c'est la fusion entre le pitch, la fanbase et le fait que bon, l'interface de World of Warcraft elle est puante quoi maintenant en 2015, elle est vraiment archaïque, les AO tu les vois à peine et tout. Oui. Pour un nouveau joueur ça fait chier quoi. Mais c'était pas un jeu horrible, c'était juste un jeu pas fini quoi. C'était juste l'ancien système FF11 qui a été remis au goût du jour. Et ça passait pas parce qu'aujourd'hui les joueurs des MMO ils étaient partis sur une constante plus dynamique comme l'était aujourd'hui nos amis de chez World of Warcraft qui a complètement réinventé le genre du MMO. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pas un mauvais jeu. Hein, Tiens, voilà, maintenant il n'existe plus surtout. C'est surtout qu'il n'existe plus et qu'il a été remplacé par Uriel Reborn. Est-ce que tu as pu y toucher? Ouais, j'ai joué un petit peu aussi, mais j'ai joué vraiment pas longtemps. Tu as vu la différence ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, clairement, je t'ai dit, il y en a un, c'était un KMMO à la sauce Final Fantasy. L'autre, c'est un. En fait, on n'a pas l'impression qu'ils l'ont pris de la Corée, qu'ils l'ont jeté aux États-Unis. Donc, t'as un MMO à l'européenne. Qui a gardé tu vois, toute l'identité visuelle et artistique d'un FF. Donc c'est hyper japonisant. Je pense que tous les weeaboos sont très très contents de jouer à Final Fantasy. Les quoi? Les weeaboos, c'est des espèces de maniaques de la culture japonaise qui font des interjections japonaises comme ça en plein milieu d'un repas d'affaires. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Voilà, c'est un nom sur le web, c'est les weeaboos. Mais le jeu est pas mal. J'ai tendance à penser qu'il manque parfois un peu de difficulté à haut niveau. Moi j'ai parlé avec des gens qui ont fait du très haut niveau sur FF et sur WoW et qui disent quand même que FF c'est plus simple que WoW. C'est ce qu'ils sont en train de dire Nenes, qui a dit qu'ils ont quand même bien casué le MMO comme SWTOR en fait. Justement en fait. Casu, je sais pas si c'est le bon terme parce qu'il faudrait pas que les gens pensent que c'est de la gnognotte et que t'as rien à faire non plus quoi. Ah oui, bien sûr. C'est dur, c'est juste que WoW c'est très 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 dur. La tournure qu'ils ont pris avec Heavensward, c'est qu'il va y avoir un nouveau raid qui s'appelle Alexander, donc qui va sortir la semaine prochaine. Donc il va y avoir une version normale, donc qui va être un peu plus simple que ce qu'était Bahamut, pour que les joueurs entre guillemets plus casual puissent justement pouvoir en profiter et les faire eux aussi tomber ces étages. Et il va y avoir une version sadique de Alexander qui sera plus difficile que ce qu'était Bahamut, pour que justement les joueurs high level qui cherchent vraiment du défi soient aussi contentés par ça. Il ne faut pas oublier que c'est un impératif pour Yoshida en fait de pouvoir que son jeu soit séduisant pour les deux catégories de joueurs. Pour les gens qui n'ont pas vraiment le temps en fait et qui sont plus casus, et pour les hardcore qui cherchent quand même au bout d'un moment, s'ils luttent, à avoir du stuff au niveau et à avoir des challenges. C'est la clé de la réussite des MMO. Hein. Oui. Si tu prends WoW, parce que je pense que c'est quand même le maître étalon, tu as le LFR, après tu as maintenant tu as le dynamique, au-dessus du dynamique tu as le normal, au-dessus du normal tu as l'héroïque. Donc ils ont changé après les noms, maintenant l'héroïque c'est du mythique, enfin bon c'est pas important, le normal c'est devenu de l'héroïque, le dyna c'est devenu le normal, enfin bon c'est pas très important, c'est de la terminologie, mais tu as vraiment une échelle de niveau. Après, en fait il y a un vrai truc dans les MMO aujourd'hui qui pêche un petit peu, c'est que dès que tu fais des stratégies déterministes, c'est très facile. Donc maintenant la plupart des boss dans les MMO très très durs, c'est plein d'aléatoires et les joueurs se plaignent en fait du manque de créativité. Alors ça je sais pas, peut-être que Sonico pourra mieux en parler, du fait que la difficulté elle est créée par l'aléatoire et ça fait chier en fait de recommencer à bot 300 fois pour avoir le pattern facile à faire plutôt que juste bien jouer pour le battre, parce que même les développeurs sont à court d'idées quoi sur les boss. Je pense que c'est justement à cause de ça qu'ils font deux versions du prochain raid, c'est-à-dire une version plus simple et une version sadique. Maintenant c'est le standard maintenant dans les raids, c'est de faire justement le mode héroïque et le mode normal et le mode héroïque. De toute façon déjà sur Realm Reborn, la première version en fait, beaucoup des donjons sont en fait en normal, hard, voire very hard en fait pour certains. Il y a 43 versions. En fait, ce qu'ils font au fur et à mesure des patchs. Ça s'appelle ça extrême en fait. Non, c'est en fait pour les primordiaux, il y a une version normale, une version hard mode et une version extrême.
Et c'est plus au niveau des raids où ils les facilitent au fur et à mesure des pages, dans le sens où ils mettent de l'écho. Ce que j'appelle l'écho, c'est-à-dire que les dégâts qu'on inflige, les PV et tout ça sont augmentés d'un pourcentage. Ouais, mais en fait il y a la même chose sur tous les... Enfin, de toute façon, FF ça marche aussi parce que Blizzard, je pense que c'est vraiment au niveau MMO, il n'y a rien à dire, c'est les grands maîtres, c'est eux qui distribuent les cartes. Et quand un patch sort sur WoW, le patch d'après il est un peu nerfé, moyennement nerfé, beaucoup nerfé. Et en fait, tant que le nouveau contenu n'est pas sorti, on nerfe pas trop. Puis quand le nouveau contenu sort, on nerfe énormément les précédents pour que les joueurs puissent se mettre à jour. C'est exactement ça. Le but, c'est qu'en fait, on baigne toujours le joueur entre frustration et satisfaction, de telle sorte qu'il ait toujours envie de se connecter pour jouer et qu'il atteigne jamais vraiment le stuff optimal, sauf les hardcore qui passent leur vie. Mais dans ce cas-là, les hardcore, justement, si on nerf trop tout de suite le jeu, ils vont quitter le jeu, quoi. Exactement, c'est pour ça que le très dur est vraiment ultra dur avec plein de random et tout, pour que tu sois obligé de faire 1000 fois le boss pour que le pattern soit bon et tout. Et à côté de ça, c'est ce qui ressort, de toute façon, du chat, apparemment, quand ils disent, bien sûr, Casu, c'est dans le sens noble du terme, c'est pas Casu. Oui, voilà, on n'est pas sur du mobile, on est ouais, dans le sens où c'est c'est pour des jeux pour des gens qui sont pas forcément habitués au MMO, comme tu dis, des gens qui tryhardent le jeu à 100%. Qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer 4 heures, 5 heures d'affilée. C'est surtout que quand tu pars en raid, c'est souvent 3-4 heures d'affilée. Des sessions où tu vas wipe, et tout le monde n'est pas forcément fan de ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont... Ou alors une fois de temps en temps, et dans ce cas-là, tu peux arranger ton emploi du temps en fait dans le jeu, puisque tu trouveras toujours du monde en fait pour aller faire les raids, quoi. Mais en général, quand tu as une guilde qui est orientée HL, c'est souvent 3 ou 4 sessions de raid de 3 heures par semaine le soir. Ouais. C'est quand même très chronophage. Et donc ce Heavensward, alors, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à tout ça, au final? Parce que on a vu le trailer de Heavensward qui vient d'apparaître. Est-ce que tu peux juste peut-être nous donner... Parce que tu viens juste de le tester ou ça fait combien de temps que tu y joues? Donc en fait, j'y joue depuis l'accès anticipé qui est le 17 juin, je crois. Donc environ une dizaine de jours d'un. 17 ou 19, je sais plus. Et donc qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce qu'apporte Heavensward par rapport à le premier Realm Reborn? Déjà, c'est comme c'est un FF, donc une grosse trame scénaristique, parce que en fait, la fin de l'épopée Realm Reborn se terminait sur un gros cliffhanger, donc de manière assez tragique. Et là, c'est vraiment 50 heures, je dirais bien 50 heures de jeu qui ont été ajoutées au niveau du scénario principal. D'accord, principal. Même moi, en jouant beaucoup, j'ai dû mettre presque 5 jours, une semaine à le faire, parce que il y a beaucoup de quêtes annexes à côté, quoi. D'accord. Donc c'est pas seulement les quêtes principales de 50 heures, c'est aussi plein de quêtes annexes à côté. En fait, la première chose qu'a fait Heavensward, c'est de passer le level cap de 50 à 60. Oui. Donc, c'est classique. Ouais. Le but, c'est déjà d'avoir un personnage niveau 50 et de faire l'épopée pour monter ce personnage 60. Donc l'épopée seule ne suffit pas, il faut faire à côté justement plein de quêtes annexes. Donc ce que j'ai trouvé sur ces quêtes annexes, c'est qu'il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas forcément toutes qualitatives. C'est qu'il y a beaucoup de quêtes FedEx sur va tuer tel monstre, va faire ci, va faire ça. D'accord. Ça, on n'y échappe pas. De toute façon, ça me fait perdre mes cheveux, c'est pour ça que je joue pas même. Ouais, des fois c'était un peu répétitif. Bon, ça c'est pour tout ce qui est scénario principal et passer son personnage à 60. Donc comme il y a justement eu un level cap qui a été augmenté, il y a forcément des nouveaux skills pour toutes les classes existantes et 3 nouvelles classes qui ont été implémentées. Donc le machiniste qui est en fait un espèce de DPS support qui a comme arme des flingues et qui peut faire spawn des espèces de tourelles qui permettent d'assister l'équipe. Donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de le tester, mais de ce qu'on m'a dit, il va peut-être avoir besoin d'un up parce que son DPS c'est pas excellentissime pour le moment. C'est les retours que j'en ai eu. Donc après il y a l'astrologue, enfin l'astromancien, qui est une nouvelle classe de healer qui permet d'utiliser des cartes pour buffer son équipe. Donc le problème de ces cartes, c'est que c'est généré de façon assez aléatoire. Donc on ne sait jamais sur quelle carte on va tomber, quoi. Donc on peut avoir la carte parfaite pour la situation parfaite, ou au contraire tomber sur quelque chose dont on n'a pas besoin, quoi. Fuck, c'est le même fuck, genre. Fuck. Allez en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 20 000 €. Mais ce qui est intéressant avec ce healer, c'est que justement, il a deux stances. Enfin, ce que j'appelle des stances, c'est qu'il peut être en stance de heal ou en stance plus de DPS, quoi. Pour moi, je vois un peu un mix entre l'avantage de l'érudit et du mage blanc. Mais
c'est une classe qui m'a l'air quand même assez skillée à maîtriser, quoi. Pas évidente à jouer, qui va beaucoup dépendre de la situation. C'est pas pour les casus, quoi. Non, peut-être pas pour les casus, mais c'est une classe qui est pas forcément évidente, quoi. Alors, une question que je vais poser à vous deux. Quand on commence FF14 là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir comme classe tu dis que c'est une classe. Mandark répondra mieux hein, pour tout ce qui est débutant. Moi, je suis très content d'avoir commencé par l'occultiste, quoi. Mais parce que je trouve que l'occultiste, la classe occultiste et le job de mage noir qu'en découle fait des putains de dégâts. Et du DPS, quoi. c'est du DPS. Et en plus, c'est un DPS qui est très intéressant parce que il a des cycles en fait il a des cycles de sorts en fait que tu as besoin de maîtriser déjà pour faire des dégâts considérables, mais pour balancer ta jauge de mana en fait, parce que avec tes cycles, tu peux reconstituer ta jauge de mana en fait et relancer des cycles, etc., etc., etc. Le tout, c'est qu'il faut le faire dans un bon ordre en fait, et ça, il faut apprendre à maîtriser les différents sorts. Hein ouais, je pense au prêtre ombre sur WoW qui est pareil. En fait, Ouais, si tu cycles pas, si tu cycles mal, t'es si tu cycles bien, t'es infini mana. Voilà, mais je pense que là-dessus, ils n'ont pas voulu faire spécialement plus original que ce que faisait WoW. C'est que ça fonctionne. Par contre, il y en a un qui me semble vraiment très intéressant, c'est le healer en fait. Donc en l'occurrence, l'élémentaliste dans le jeu, parce que qui devient mage blanc par la suite. Parce que ça doit être assez sympa, je pense, en donjon en fait, d'être le perso qui tient raide, un petit peu la vie qui est un petit peu obligé de garder le regard sur tout le monde en fait, et d'être vraiment très réactif. Moi, j'ai une question sur le jeu. Après, je vais devoir filer, mais j'ai quand même une question pour vous, joueurs en fait, parce que sur WoW, moi, j'ai reproché quelque chose. Alors, j'y ai joué qu'un an à WoW, hein, mais c'est alors WoW, je pense que, en casualisation, on a vachement simplifié le pré-raid. C'est-à-dire que tout ce qui est potions, etc., maintenant c'est très facile à faire. Même, alors à part l'XP, une fois que tu as fait l'XP, voilà, le pré-raid. Le raid est très bien dans WoW, j'ai rien à reprocher à ça. Mais je trouvais par exemple que dans WoW, il y a un truc qui est catastrophique, c'est le post-raid. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es seul et que tu n'as pas ta guilde de connecter, tu te fais chier à mourir. Tu as intérêt à avoir un autre jeu parce que ça manque en fait vraiment de défis solo. Donc je voulais savoir si dans FF. Ce qu'on appelle en général l'after end, quoi. C'est-à-dire le. Ouais, c'est ça, l'after end. Le endgame, on appelle ça le. Ouais, le endgame. Moi, je t'ai dit pré-raid parce que tu fais tes popos. T'es obligé de popoter comme un porc. Moi, je sais pas, j'ai joué à Ragnarok, donc tu faisais des milliards de popos, donc tu quasiment que du pré-GVG. Donc tu farmais comme un porc. Après, t'avais donc tes War of Empyrean, donc c'était du GVG. Mais bon, c'est pareil pour moi. Quand tu joues à WoW, tu remplaces les WoE par les raids. Le truc, c'est que quand tu te déco, en fait, quand tu te déco de ton raid, c'est à mercredi, quoi. Genre t'es lundi, c'est à mercredi c'est à dimanche. Si tu fais des 3 raids par semaine, le reste du temps, moi, j'y jouais pas, quoi. Genre je faisais mes quêtes quotidiennes et j'arrêtais de jouer. Et je voulais savoir si sur FF c'est pareil, quand on se fait chier une fois qu'on a terminé l'XP ou pas. Comment est le endgame après Realm Reborn? Bon, sur Evansward, bien sûr, tu le sais pas encore, parce que effectivement, je pense pas que tu l'aies terminé. Il y a tellement de choses à faire en fait. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a tellement de trucs à faire. À moins, bien sûr, que tu sois un féru des raids, en fait, et que c'est ça qui t'intéresse. Mais il y a quand même suffisamment de donjons à refaire de sacrée taille si on veut le fight. Plusieurs fois, donc. Il y a toujours de l'équipement au niveau, en fait, que tu peux récupérer qu'on peut viser. Voilà. T'as aussi tout ce qui est annexe. Encore une fois, les classes d'artisanat, tout ce qui est le housing aussi. Le housing. Le Gold Saucer. Aller tuer du temps Gold Saucer, taper le carton au triple triad. Ouais, je connais, j'ai vu ça. Ouais. Le triple triad. Tu perds très vite 3 heures de temps de jeu en fait à faire des petites conneries à droite à gauche. Mais est-ce que c'est juste Kikou ou est-ce que parce que par exemple, non, ça vraiment j'ai très peu joué à FF14 donc je peux pas du tout en parler. Par exemple sur WoW, en fait tout ce que tu peux faire de manière annexe quasiment, à un moment donné ça sert plus à rien du tout pour le raid. Donc tu vois, t'as pas de dire je vais perfectionner mon perso, juste pas le skinner mais seul. Comme ça, et chacun, tu vois, un petit peu son approfondissement personnel. Les donjons apportent vraiment du stuff utile ou c'est oui, non, ça c'est négligeable parce que tu vois dans WoW c'est négligeable par exemple par rapport au stuff de raid le stuff en fait, pour récupérer du stuff haut niveau, donc tu avais justement les stuffs de raid où c'est vraiment souvent là que tu avais le meilleur équipement du jeu, et tu avais une deuxième façon de pouvoir récupérer du stuff du même level, c'est de faire des roulettes, enfin ce qu'ils appellent des roulettes, c'est un donjon aléatoire chaque jour qui te permet d'obtenir une monnaie qui s'appelle des mémo quartz, et avec ces mémo quartz tu peux acheter de l'équipement équivalent.
plus ou moins équivalent. C'est pas le seul moyen d'avoir des mémo quartz, mais c'en est un. Ouais. Et puis, par contre, pour répondre à ta question, par exemple, tout ce qui est artisanat sert, parce qu'encore une fois, t'es pas récompensé, t'es récompensé chichement en argent en fait dans FF14. T'as pas les guilds qui pleuvent en fait dès que tu t'es farté un monstre. Donc, t'as intérêt à avoir des bonnes classes derrière, ou si t'es devenu un bon artisan dans ton domaine, tu vas vraiment pouvoir faire beaucoup d'argent avec ça, et certaines choses nécessitent d'être payées très cher. T'as un système de marché en fait aussi, de marché. Ouais, le tas des ventes. Voilà. Auction House, ouais. Exactement, mais tu as aussi un système de serviteurs qui va vendre des trucs pour ta pomme, enfin si besoin est, ou qui fait des... Voilà, enfin disons que c'est suffisamment riche après à voir avec chacun s'il y trouve son contenu, mais en dehors des raids, des donjons, etc., il y a vraiment moult choses à faire dans ce C'est ce que dit Ad7, hein, il y a des milliards de trucs à faire. Après, il te demande, toi Zap, qu'est-ce que tu voudrais quoi dans le jeu en fait, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que j'attends C'est ce que tu l'as dit, c'est ce que tu. Moi, c'est justement de pouvoir monter ton stuff, pour avoir fait les raids. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait en fait du jeu seul, du jeu en petit groupe, du jeu en grand groupe, du jeu en très grand groupe. Faut vraiment que tu puisses scaler, que ton plaisir de jeu soit équivalent partout et que le défi soit équivalent partout, qu'il y a vraiment pour moi un skill cap qui récompense non pas le temps mais le niveau individuel du joueur bien plus que... En fait, je pense que tout ce qui est farming de popo et tout, ça pue dans les MMO. C'est des mécaniques qui sont complètement archaïques, qui doivent disparaître. Non, mais maintenant ça a complètement disparu parce que les gens en ont marre. On disait tout le temps, oui, avant WoW c'était trop bien, il fallait 50 heures pour faire ses potions, après t'as le raid, tu wipais, c'était encore 50 heures de farm. Mais en vrai, pour moi, ce temps-là, il est puant, quoi. Genre, c'est du temps où tu te fais chier, où tu es sur Skype, où tu racontes tu racontes ta vie en farmant des monstres débiles parce que tu as besoin de tes potions. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait du défi en termes de skill et que je me connecte un peu comme sur LoL. Je fais une partie, un raid, un donjon, et pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, l'équivalent de 2 games de LoL, je suis diverti. T'as pas du tout trop ce farming de composants, justement, parce que t'as des servants justement que tu peux envoyer en mission pour aller t'en chercher, quoi. Genre, par exemple, tu fais autre chose, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Non mais c'est moi tu me demandes ce que j'attends, voilà, c'est juste c'est le chat qui pose la question. Parce que moi je suis pas très PVP, parce que le PVP dans les MMO je trouve que c'est jamais équilibré. Là tiens, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Il y a un PVP sur Final Fantasy XIV, mais il est en arène. Il est pas très développé. Il est pas sauvage en fait. Il y a pas de PVP sauvage dans FF14. Déjà je sais, ça j'ai vu. Faut que tu tags en fait, faut que tu tags comme une instance, quoi. Ouais, c'est ça. Non, ouais, et du coup, j'ai déjà essayé de taguer, ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Ah ouais. C'est pas l'intérêt principal du jeu, quoi. Donc il doit pas y avoir beaucoup de joueurs en fait sur le PVP, ouais. Bah, il y en a qui. Il y a Guild Wars pour ça qui est bien. Hein. Il y en a oui, sûrement, ouais. Mais il est bien Guild Wars pour le PVP. Excuse-moi. Quand tu joues à FF14, c'est vraiment d'une part pour l'univers, pour le scénario, comme c'est un FF. Ouais, c'est clair. Mais aussi dans le sens où avec un personnage, tu peux changer autant de classes que tu veux. T'es pas obligé d'en créer d'autres. C'est vraiment ça l'intérêt du jeu, c'est-à-dire que tu peux monter tes nouvelles classes, tu peux monter tes crafts. Il y a énormément de choses à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent depuis très longtemps, depuis la V1, et qui ont forcément monté toutes leurs classes de craft, toutes leurs classes à 50. J'en connais qui sont 50 partout, ça fait... Voilà, qui sont 50 partout, et qui forcément, entre chaque patch, s'ennuient un petit peu. Mais ça, c'est un peu le problème avec tous les mémos, j'ai envie de te dire. Ils sont pas rédacteurs chez OGaming, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup trop de temps. Exactement. Du coup, c'est un peu pour ça que l'équipe de FF14 fait en sorte de sortir un patch environ tous les 3-4 mois, quoi. Oui, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que maintenant il y a WoW avec un skin Final Fantasy. Enfin, c'est genre moi c'est mon ressenti, c'est-à-dire que dans le fond t'as pas tort sur la base. C'est comme Rift à l'époque d'ailleurs, prenait absolument aucun risque. Wildstar c'est la même chose aussi. Encore une fois, Yoshida a été un très gros joueur de WoW, donc il s'en est largement inspiré. Et puis d'ailleurs je crois qu'ils en ont pas honte en fait. Tout le monde reconnaît en fait que WoW c'était une base. Les mecs ont tout révolutionné, quoi. Et que depuis ça sert à rien de faire autre chose. D'ailleurs, tu retrouves vraiment presque le style d'interface graphique que tu as dans tous les MMO depuis, quoi. Ils n'ont pas cherché à révolutionner. Comme dit Sonico, par contre, le jeu en lui-même et le contenu du jeu, l'ambiance du jeu, tout ce qui est jeu, c'est du Final Fantasy à 200%. Donc, moi je respecte. Voilà. J'aime pas Final Fantasy, donc forcément moi ça me. Voilà, ça peut rebuter les gens qui sont pas. Ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, mais c'est vraiment. C'est tout à fait personnel. Mais en tout cas, ouais. J'y ai joué, j'ai pas trouvé ça désagréable. J'ai joué à WoW, j'ai pas trouvé ça désagréable. Après, je trouve que les MMO, le MMO est mort il y a bien longtemps et on joue encore un peu avec sa dépouille, mais je pense que le style de jeu, on en a déjà parlé, mais je pense que le style de jeu va finir par mourir complètement. Quand WoW mourra, le style partira avec lui parce que ça n'intéresse plus personne. Je suis pas forcément d'accord. Je suis pas certain, ouais. Je suis pas d'accord avec Zaboutine dans le sens où ce qui fait la force de FF14, c'est qu'ils ont réussi à intéresser autant des joueurs
typique de MMO que des joueurs qui ne jouaient pas du tout à MMO. Surtout des joueurs qui jouaient pas, qui n'étaient pas des fans de MMO à la genre base. toi, quoi. Hein, moi j'avais déjà joué à Rift et j'avais déjà joué à EverQuest 2, pas mal de fois, mais pas au point où je suis sur FF14, Ouais, clairement. tu avais quand même abandonné les jeux. Oui, c'est ça, voilà. J'ai deux potes en fait à qui j'ai parlé du jeu. Les MMO, c'était jamais de la vie. Là, ils sont plus royalistes que le roi. Les mecs, ils sont indécrottables en fait. T'arrives pas à les virer des La serveurs. recette marche encore. Je pense juste que mais c'est les fans. C'est saut 2000 quoi. Genre le MMO, c'est saut 2000 et. Mais une preuve de la bonne santé de FF14, c'est qu'ils ont toujours pas enlevé l'abonnement. Ils sont pas non, et puis ils sont pas prêts de le faire. Hein. Et ils sont pas. En tout cas, je pense qu'ils vont pas le faire. Un détail intéressant aussi, c'est depuis qu'Evansward est sorti, parce que tous les gens en fait, comme Sonico qui était à donf sur le jeu et qui attendait à fond que ça sorte, qui ont pu passer donc sur Ishgard, du coup sur l'autre continent. Qui est quand même une map qui fait presque 2 fois celle du premier, qui est déjà pas dégueulasse. Quoi. Donc il y a du terrain à couvrir. Moi je pensais qu'il y aurait vachement moins de monde sur ceux qui restaient pour Realm Reborn. En fait il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui continuent à arriver. Des joueurs, des joueurs qui viennent de prendre un abo et qui sont en train de monter leur truc. Sur Gaming, donc il y a 4 personnes. Il y a du monde partout en fait. Qui sont mis mais je le vois bien parce que sur certains forums où je suis, en fait Square Enix a lancé une campagne de parrainage qui permet d'obtenir des items in-game et il y a plein de gens qui viennent demander les codes de parrainage. Donc bien sûr. Ça forcément. Il y a plein de trucs ridicules en plus à ce niveau-là. Je crois que tu peux gagner la tenue de Cloud Strife. Non, ça tu le gagnes avec l'abonnement. C'est ça. Au bout de 700 jours en fait. Un truc comme ça. 700 jours t'as un petit peu de temps. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'items, je dirais cosmétiques, que tu peux débloquer avec ta fidélité. Le Kikou. Oui, le Kikou. Le Kikou. Ben oui, il n'empêche. Non, mais les MMO, c'est bien pour ça. T'as envie de changer de coiffure. Non, mais. Attends, une monture sur WoW ça coûte 50 balles donc amen. Hein. Ah oui, non, c'est clair, c'est payant, putain. On va finir là-dessus. Écoutez, merci en tout cas à Mandark et Sonico. Et merci Zab d'être venu nous voir. Merci. J'ai pas été salé pour une fois. Non, j'allais dire, t'as pas sorti la salière. Non, pas du tout. Non, mais il n'y a rien de mauvais à dire en fait. C'est un bon jeu. Je peux te présenter à mes parents alors. On va juste finir cette deuxième partie et une courte pause de 5 minutes et puis on revient sur la troisième partie. Je pense qu'on va pas rester très longtemps dessus. Voilà. Top. À tout de suite. On est de retour dans Oh My Trailer après donc toute une rétrospective et avoir parlé de FF14. Gros débat sur le chat sur les MMO et la différence entre WoW, FF14, l'avenir des MMO, c'est bien. Ouais, Star aussi. N'hésitez pas à continuer à discuter là-dessus. Vous écharper. Vous vous écharpez. Non, ils s'écharpent pas. C'est très cordial, je trouve, comme discussion. On va parler un petit peu de jeux indés, des nouveaux trailers. Vas-y, lance la vidéo. Mon cher ami, Rambo à la réal. Shambhala. Donc Shambhala, c'est la suite des trailers qu'on avait vus la semaine dernière, qu'on n'a pas pu voir jusqu'au bout. Donc Shambhala qui, pour la petite histoire, désigne tout ce qui est combat de sabre, film de sabre au Japon. Donc ça doit être des ninjas, je pense, à mon avis, alors du coup. De sabre, donc on parle de katana là en fait. Et le Shambhala, c'est vraiment du film de katana. Et plutôt samouraï, non? Samouraï, oui, le katana étant l'arme du samouraï ou du ronin, de toute façon. Ça a l'air donc d'être un style déjà un peu particulier, très minimaliste, avec une patte un peu bizarre. Et tu peux jouer jusqu'à 4 sur le même écran. C'est vrai que c'est minimaliste. Et, ça a l'air d'être à la GoldenEye, mais avec des sabres. Intéressant. Pourquoi pas? Intéressant. Voilà, petite découverte que j'ai faite pour ma part. Autre découverte que j'ai beaucoup aimé, qui a été présentée à l'E3. Ça me dit quelque chose. Qui fait partie des Indiecade de l'E3. Et vous allez voir, la patte graphique est vraiment pas mal. Une fois de plus, moi je suis très sensible en général au DA des jeux, à la direction artistique. Ah, c'est intéressant. C'est un jeu de gestion où on doit gérer des survivants, qu'on doit survivre dans un désert, notamment au niveau de l'eau. Et pour récupérer de l'eau, on prend son petit avion et on va chasser les nuages. Wow. Pour aller récupérer de l'eau. Et éventuellement la revendre. Donc le commercer avec les gens du C'est marrant, ça n'a rien à voir, ça me fait beaucoup penser à Little Big Adventure, je sais pas pourquoi. Rien à voir, effectivement. Non mais ça n'a rien à voir.
Je sais pas, un côté peut-être un peu peace, un peu posé, un peu. Ouais, peut-être, t'as raison. Un peu histoire qui va se raconter sur plusieurs heures. Oh, c'est très chouette en tout cas. L'idée est pas mauvaise. Ils affectionnent le désert quand même, hein, les développeurs ces derniers temps. On voit beaucoup de jeux dans le désert en fait ces 5 dernières années. C'est quand même assez pauvre en général. C'est vrai que c'est pas le plus chiant en fait en termes de décor, voilà. mais ça reste quand même une ambiance qui est très jolie. Et donc ça s'appelle Cloud Chasers. Cloud Chasers, of course, what else? Donc yes. Voilà. Ambiance très posée, très posaïque, très calme, très douce, et puis un gameplay qui a l'air d'être assez intéressant puisqu'on doit aller récupérer de l'eau via les nuages et pouvoir après pour survivre et pour la revendre. Donc c'est pas comme dans la vraie vie. C'est pas comme dans la vraie vie, on peut pas les récupérer les nuages, c'est pas possible. Oui, une ambiance encore très particulière. Oh là. Les os sont effritables, oui. J'espère que vous notez tous les indés que je vous trouve, parce que... Il faudra que tu m'en ressortes 2-3, il y en a que j'ai oublié. Mais il y en a plein que j'ai dégoté un peu essayé depuis le temps, il y a vraiment des trucs super, quoi. On m'avait demandé d'ailleurs de remettre les noms dans les rediffs, les noms des jeux. Ce serait une très bonne idée, effectivement. Je vais essayer de faire ça, c'est pas évident parce que... Oh, ça me plaît, ça. Ça plaît à mon arc, c'est bien. Je fais des trucs qui plaisent à mon arc, c'est trop... Ah, c'est bien. Sonico reste sans voix, apparemment. C'est badass avec un petit côté Clive Barker. Je sais pas pourquoi l'ambiance me fait penser un peu à Castlevania. Oui, ça rappelle beaucoup Castlevania par endroits, ouais. Surtout les anciens. Même la calligraphie du titre déjà, ça fait très penser à Castlevania. Salt and Sanctuary. C'est un jeu sanctuaire. C'est un jeu pour Zab, ça. C'est un jeu pour Zab. Attends, non. Ouais, non, ok. Sur PS4 et PS Vita. Voilà. Bravo les gars. PlayStation encore une fois. Toujours sur les bons coups. Bye bye Master Race. J'ai un petit contentieux avec la Master Race depuis hier. Voilà, au moins il pose le truc dès le départ. CryEngine. Warhorse. Des studios Warhorse. Et vous allez voir, Ubisoft n'a qu'à bien se tenir. Tu vas comprendre. Je m'attends à un sketch, je sais pas pourquoi. Attends, ça se joue au casque ce truc-là ou... Je sais pas. J'ai l'impression. Mais ça pourrait être sympa ça. Un First Person Medieval Sandbox RPG. Un RPG bac à sable. Dans un monde médiéval. Et à la première personne. Mais... D'ailleurs, vous allez le voir. C'est joli. Médiéval, pas fantastique. Ah, médiéval. Médiéval tout court. Pas de dragon, pas de potion, pas de gobelin, médiéval, pas de pur et dur. Pas de Gandalf. Pas de Gandalf, pas de magie, juste du vrai. Un peu d'alchimie. Donc tu meurs à 20 ans parce que c'est là où t'étais vieux en fait. T'as plus de dents. Voilà. Tu vieillis pas vraiment quoi. Dynamic Weather avec donc des vrais arbres. Visuellement c'est super chouette. C'est joli, c'est blindé. Attention, les décors sont très bien réalisés. C'est pas mal. Mais arrêtez-les, ils sont fous. Ils sont fous, que vont-ils faire ensuite? Et donc tout est constructible soi-même, donc on peut carrément créer des villages, des clans entiers. Putain. Durant le 15e siècle en Europe. C'est joli en plus, c'est pas moche. C'est très joli franchement. Voilà, avec de grandes batailles épiques. Alors je sais pas si ça va tenir ses promesses, parce que c'est ambitieux quand même comme projet. Très ambitieux. Extrêmement ambitieux. Surtout si tu veux avoir une cohérence. Mais ils ont réussi leur Kickstarter, donc ils doivent être... Voilà. Deliverance. Dungeons and No Dragons. Pas mal, Dungeons and No Dragons. Ouais, c'est bien trouvé. Et ça. Donc, ça va sortir sur PS4 également. Yes. Voilà. Zadbox. Donc j'espère que ceux qui aiment en général le survival RPG Air Sandbox, ça leur a plu. Le concept me plaît en tout cas, moi, de mon côté.
Oui, j'ai joué à Myst toute ma jeunesse. Est-ce que vous vous rappelez de Myst? C'est ce que je viens de dire. Non seulement je m'en rappelle bien, mais c'est exactement ça. Quoi. Myst Riven, Myst 3, Myst 4. On est tout à fait dans ce style-là, puisque on est totalement dans un FPS puzzle. J'adore ça. À la Myst. Les Myst. Avec plein de petits trucs à la con. Je suis vraiment un gros fan. Plein d'objets à tourner, essayer de comprendre le concept et le système. Kern. Et ça s'appelle Kern. Bah tant mieux, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu des Myst-like, je trouve. C'est vrai. Sauf que là, ce Myst-like, c'est pas juste plan par plan. Je sais pas si tu te souviens de ces fameux Myst où on jouait plan par plan. Là, on est dans un vrai FPS. Ah bah, il fallait moderniser un peu la formule quand même. Un petit peu moderniser la formule, effectivement. Cela dit, les Myst restent des putains de jeux à faire au niveau casse-tête. Tout à fait. Ça, c'est indémodable. Jusqu'à présent, personne n'est arrivé, en tout cas à la cheville de Myst au niveau des puzzles. Ah non. Faut dire de l'ambiance. Faut déjà comprendre la logique interne de chaque jeu, donc. Eh oui, je prends mon âge avancé dans ma gueule. Tout à fait ça. Alors là, c'est un trailer qui est mi-live, mi-gameplay, vous avez pu le comprendre. Encore une fois, je suis tombé amoureux de la DA, une fois de plus. Je tombe souvent amoureux en général quand je vois les trailers de jeux indés. J'aime beaucoup l'univers du trailer. Le concept étant, bien sûr, qu'elle peut donc sortir son esprit de son corps pour aller résoudre des casse-têtes à l'intérieur. Elle revient dans son corps. L'ambiance a l'air particulièrement bonne. C'est une ambiance un peu lourde. Oui, c'est pas très joyeuse. Et pas très joyeux, mais en tout cas très sympa au niveau de la DA. Elle s'appelle Whispering Willows. Whispering Willows. Encore un jeu qui va plaire à Sonico. Les saules qui murmurent. Ah, ça c'est... Ah zut. Non, puis c'est quelqu'un qui arrête pas de tweeter là-dessus depuis quelques jours. Ah bon, d'accord. Ok. C'est notre ami développeur de chez Waco Games qui... Ah, d'accord, ok. Bon, une fois de plus, la DA m'a plu encore une fois. Et le concept... Et je crois qu'il est super... Tout le monde en dit beaucoup de bien en fait. C'est les Settlers, je crois. Non, c'est pas un Settlers, zut. Ça, sinon, je l'aurais mis dans les nouveautés. Ça, non, c'est pour ça que je... C'est un Settlers-like. C'est un Settlers-like, voilà, c'est pour ça que je... Il y a un anneau même, un anneau-like. Ouais. Et bon sang, je ne me souviens plus du bon sang de titre. On va arriver. Let this pass. C'est ça. Let this pass progress. Et il est en green lighté. On devrait le voir apparaître d'ici 2015, d'ici le courant de l'année sur PC. Il fait déjà beaucoup parler de lui en tout cas. Il fait déjà beaucoup parler de lui. Il faut dire il a une DA très particulière. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça. Hein. À part les Anneaux et les Settlers. Mais justement, c'est bien de voir l'apogée. Enfin bref, la spécialité de Blue Bytes, des Allemands de chez Blue Bytes, racheté par Ubisoft. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas des masses. Mais c'est bien parce que du coup, les indés en fait vont rechercher des types de jeux qu'on fait plus beaucoup, enfin que les gros studios ne font plus parce que c'est plus vendeur. Hein, honte à eux, quand je pense qu'à une époque, ils se privaient pas de prendre des risques, mais maintenant c'est fini. Shadroot dit c'est un Kaiser-like, c'est exactement ça. Kaiser. Sauf que Kaiser, tu as des batailles rangées, alors que là, je pense pas que Lettis en est. Ah. S'il faut prendre un exemple, c'est Pharaon plutôt. Autre jeu qui m'a bien plu, au niveau de l'histoire et au niveau pareil, de la direction artistique. Donc Shadroot me dit que Lettis Pass Progress est déjà sorti. C'est ça. 25 juin, mais je savais pas. Ok. Donc il est déjà sorti effectivement il y a 5 jours. Il me semblait bien. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas. 19 € sur Steam. Ou attendez les soldes. Une fois de plus. C'est vrai que c'est la période des soldes là. C'est fini. Pas sur Steam en tout cas. Ouais, sur le PSN, il y a plein de trucs. Pour ceux qui aiment les RPG japonais, il y a une grosse sélection sur les jeux de Jap. Tous les Tales of, les ateliers, etc. On trouve de vraies merveilles à 3 €, 5 €, 10 €. Honnêtement, ça vaut pas le coup de se priver, quoi. Tu m'as dit qu'il y avait Catherine aussi. Hein. Catherine à 5 €. Putain, si vous n'avez pas joué à Catherine, jouez à Catherine. Hein. Ce jeu, il est fabuleux.
Et plus vieux, il y a Vagrant Story à 3 € aussi. Pour ceux qui l'ont pas fait, c'est dommage de. On en parle pas beaucoup du jeu là, mais en fait il s'agit d'un point and click, encore une fois, en 3D. Et vous savez l'amour que j'ai pour les point and click en général. Yes. J'aime beaucoup les point and click et celui-là a l'air vraiment d'être sympa au niveau graphique, au niveau histoire, qui a l'air de poser une ambiance un peu bizarre, un peu gothique. The Perils of Man. Perils of Man. Non, The Perils of a Man, pardon. Perils of a Man. Voilà. What are the consequences of a life without consequence? Eh ben, il faudra y jouer pour le savoir. Voilà, je exactement. pense. En tout cas, là, très sympa comme jeu. Ça a l'air très joli. Burrito Studio. Burrito Studio. J'aime bien ce nom. Donc ça sera le dernier trailer avant la fin. Une citation de Thoreau pour commencer. Ça se la pète. C'est donc un tactical avec une DA, une fois encore. Le jeu est très coloré. Des DA toujours qui donnent envie en fait de s'y mettre. Dire ah tiens c'est quand même pas mal, c'est joli comme truc. J'ai de l'envie d'y regarder. C'est un peu le minimum quand même. C'est un peu le minimum. Highlands. Alors je ne sais pas plus que ça. Non, joli petit trailer disponible voilà, on va aussi. juste arrêter là. Voilà, parfait, très bien, merci. Merci à Mandark, merci à Sonico bien sûr d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour nous parler de FF14. On a pris une grosse partie de l'émission dessus. Écoute, je vais laisser le mot de la fin à Mandark parce que toujours moi manqué le mot de la fin. Puisque c'était le mot de la fin. Merci à tous. On se retrouve mardi prochain. On se retrouve vendredi 21h pour le talk show Am. Pour le talk show Am. Avec Softy et peut-être Bob. Je ne sais pas s'il sera là. Voilà. Mais en tout cas, nous, on sera là, Mandark et moi. Sonico, si tu veux passer. Avec plaisir. Évidemment. Et nous, on se retrouve pour un My Trailer ou un Top of the Top. Je ne sais pas encore. Surprise. Mardi prochain, même heure, même chaîne. Même canal. Vous avez juste après rien du tout sur Multigaming, vous avez certainement la rediff de cette émission. Par contre, allez voir du côté de chez LOL, il y a ici un question pour un champignon. Et ça va être très drôle, comme vous avez l'habitude sur les quiz que font Chips et Noah. Ça va être très drôle, très marrant. Très salé. Et très salé, bien entendu, puisque Zab aussi est là. Enfin, une bonne partie de l'équipe de LOL qui vont être là. Donc, allez voir du côté de chez LOL ou regardez si vous avez raté le début de My Trailer, ça sera un rediff juste après. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne soirée.